Salutations tout le monde, ici Louis-William Gagné qui vous souhaite la bienvenue à ce premier épisode de la saison 2018-2019 du Podcast Junior, une émission consacrée aux actualités dans le monde du hockey junior, particulièrement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, je tiens d'abord à présenter mon comparse Maxime Larouche, avec qui on est en ligue présentement. Salut Max. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien, toi de même? Super, merci. Alors, il est déjà, en fait, on est déjà le 23 septembre présentement. On est dans le premier week-end d'activité de la saison régulière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, on y va un peu en retard, je dirais, de notre survol un peu de la Ligue, à quoi on s'attend cette année, étant donné que la saison est déjà commencée présentement. Il y a des équipes là, qui vont avoir disputé 2 matchs. Il y a des matchs en cours présentement. On est dimanche. Et donc, on a 3 matchs aujourd'hui dans la Ligue et ça a commencé jeudi passé, en fait, avec le match d'ouverture entre les Wildcats de Moncton et le Titan de Bathurst. Alors, Max, on peut rentrer dans le vif du sujet, faire notre petit survol rapide des 18 équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Ouais, on peut faire ça, c'est ce qui est prévu. Parfait. Alors, écoute, j'ai mentionné très rapidement. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je pense qu'on peut commencer avec le Titan d'Acadie Bathurst, qui, écoute, selon toute vraisemblance, vont souffrir pardonnez-moi l'anglicisme, là, du Memorial Cup Hangover, qui existe dans la NFL souvent avec le Super Bowl. Le Titan de Bathurst vraiment a été dépouillé au cours de la saison. On a perdu beaucoup de joueurs qui soit ont terminé leur stage junior ou qui ont été échangés. C'est une équipe qui risque d'être assez méconnaissable. Ah, ça c'est clair. T'en as parlé, je pense que tu l'as bien dit. Le Hangover, Memorial Cup Hangover. 13 recrues, là, c'est énorme pour une équipe de la LHJMQ. On parle souvent du cycle dans la LHJMQ qui dure de 3 à 4 ans. Eh bien, pour le Titan, ça va s'entamer cette année avec beaucoup de recrues dans l'alignement. Ça sera pas une saison facile. Les partisans vont devoir être patients. Ils ont eu leur Coupe Memorial. Eh bien, là, ça va être 2, 3, peut-être même 4 années difficiles pour le Titan, qui va devoir bien repêcher, qui a commencé à se refaire une banque de choix, une banque de jeunes en échangeant des pièces maîtresses. Et là, garde quand même encore quelques pions dans leur alignement. Je pense notamment à Noah Dobson. Beaucoup de rumeurs l'entourant, lui, depuis plusieurs mois, j'ai envie de dire. Beaucoup de rumeurs qu'il envoie dans différentes équipes. C'est pas une surprise pour personne. On le sait très bien qu'il n'a rien à faire avec le Titan cette année, justement. Donc, on le sait, c'est presque certain qu'il va quitter le Titan. Reste à voir la destination et le retour pour le Titan, qui devra être extrêmement intéressant pour un défenseur de la trempe de Noah Dobson. Ben oui, c'est certain. Écoute, je pense qu'il devrait être sinon le joueur le plus convoité à la période des transactions là, dans les fêtes. Ouais, ça c'est clair. Une équipe qui a un jeune joueur qui a de l'expérience comme ça, l'expérience d'avoir remporté une Coupe Memorial. Quel tournoi il a connu d'ailleurs. Ça va faire augmenter sa valeur, un gars d'expérience malgré ses 18 ans seulement. Donc, hâte de voir le retour pour lui, mais ça risque d'être énorme. Surtout avec quelques équipes contenders cette année. On va avoir la chance d'en parler plus tard. Oui. Mais les enchères risquent de monter très rapidement. En effet. Et outre Dobson, écoute, la liste est vraiment pas longue au niveau des éléments intéressants. Il en restait quelques-uns. Les Moussets d'Halifax sont allés en chercher 2. D'ailleurs, on a fait l'acquisition du joueur étoile Antoine Morin tout de suite après la conquête de la Coupe Memorial par le Titan. On a également fait l'acquisition vendredi dernier, en fait, de Samuel Asselin, l'attaquant vétéran, et qui a été, donc c'est ça, échangé aux Moussets. Les Moussets qui ont eu un retour très intéressant, les Moussets, c'est-à-dire le Titan a eu un retour très intéressant dans cet échange-là quand même, c'est à considérer. Mais on est dans vraiment le début de la reconstruction du côté du Titan. On n'a pas beaucoup de choix intéressants qui sont en banque. On se rappellera que le Titan avait payé très cher pour aller chercher l'attaquant russe German Rubtsov en cours de saison l'année passée. Ouais, ça risque de ressembler à ce qu'on a vu dans le passé, par exemple, récemment, avec les Wildcats de Moncton, les Foreurs de Val-d'Or également.
qui ont connu des grosses reconstructions. On aura la chance d'en reparler de ces deux équipes-là tout à l'heure, mais ça risque d'être beaucoup de défaites pour le Titan à Bathurst. Oui, absolument. Alors, on peut poursuivre la liste. Écoute, tant qu'à être dans les équipes en reconstruction, tu en as fait une belle mention. Les Foreurs de Val-d'Or, ton équipe que tu as vu jouer un peu en fin de semaine. Écoute, à mon avis, ça va être une saison qui risque de ressembler à la deuxième moitié de saison de l'an passé. Et honnêtement, en début de saison, j'avais espoir. Écoute, avec 109, notamment derrière le banc avec l'entraîneur-chef Pascal Réaume qui a été nominé il y a quelques mois. Je voyais beaucoup de positifs. Je dis pas que ça va être que du négatif parce que dans les deux matchs du week-end dernier, en fait de hier et avant-hier, j'ai vu des très belles choses. Le pointage, je trouve honnêtement qu'il ne représente pas les matchs, surtout face aux Olympiques de Gatineau vendredi, alors que les Foreurs ont dominé au niveau des lancers. Donc, un pointage final de 10-4 qui ne représente pas le match. On a vu des très belles choses, notamment David Noël, très confiant. 2 buts en 2 matchs. Ces 2 buts, justement, vendredi face aux Olympiques. En avantage numérique, lui et Félix Boivin forment un très beau duo. Félix Boivin, j'ai été très impressionné. Lui qui a été acquis au dernier repêchage contre un choix de 4e tour seulement, un défenseur vétéran de 20 ans. Lui, il va être une pièce maîtresse de la défensive des Foreurs avec son bon ami David Noël. Un autre que j'ai aimé voir, Maxence Guenette. Lui, il va être à surveiller en vue du repêchage de la Ligue nationale parce que c'est un excellent espoir. S'il connaît une bonne saison, je ne serais pas surpris de le voir sortir dans les 3 premiers tours. Un autre, Ivan Koslov, lui, l'année passée, que son inconstance était le gros problème. Eh bien, de ce que j'ai vu dans les 2 premiers matchs de cette saison, je suis très satisfait, honnêtement. Il s'implique physiquement, 2 buts en 2 matchs. Donc, bien hâte de voir. Je reviens sur Maxence Guenette. C'est le seul joueur des Foreurs présentement avec 3 points, 3 mentions d'aide en 2 matchs. Donc, intéressant de ce côté-là. Il y a plusieurs nouveaux. Jérémy Biakabutuka, Daniel Beresnev, lui, le grand russe qui a un très beau potentiel. J'ai été impressionné en fin de semaine par le russe. Sinon, c'est Mathieu Marquis qui a eu un bon match hier malgré une autre défaite. Tu l'as dit, ça risque de ressembler à la deuxième saison. Je suis plus ou moins d'accord parce que ça dépendait des moments dans le match, ça dépendait du momentum. Il y a des fois, j'avais l'impression de voir les Foreurs de la deuxième moitié de saison. Et je n'aimais pas ça, bien évidemment. Mais il y a d'autres fois, je voyais les Foreurs bien impliqués en offensive qui dominaient les équipes, que ce soit les Olympiques ou même les Voltigeurs. Hier, les Foreurs ont eu des bonnes percées face aux Voltigeurs, qui est quand même une équipe qui risque d'être une puissance cette année, malgré qu'il manquait des éléments importants. On aura la chance d'en reparler. Mais quand même, c'est quelque chose de positif de voir que certains joueurs des Foreurs ont été capables de se démarquer. Donc, les joueurs vont grandir avant Noël. Et j'ai hâte de voir après Noël ce qui va se passer, notamment au niveau des transactions, parce que là, on va faire de la place, plus de place aux jeunes, comme Jérémy Biakabutuka qui est prêt à prendre plus de temps de glace, gros bonhomme. Lui, j'ai très hâte de le voir. J'ai l'impression que dans 2 ans, ça va être l'un des meilleurs défenseurs du circuit et j'ai pas peur de le dire. Parfait. Et là, tu parlais de la période des transactions et pendant qu'on faisait allusion tantôt à Noah Dobson, je réfléchissais puis je me disais, voyons, il y a un autre défenseur qui va être vraiment, vraiment convoité, puis je cherchais puis j'arrivais pas à me rappeler c'est qui. David Noël. Là, t'en as fait mention puis j'ai allumé. Là, David Noël va être très en demande aussi. Parce que David Noël, ce qui arrive, c'est que il est capable de te dominer un avantage numérique. Tu le vois, lorsqu'il est en position pour prendre son lancer, la formation adverse n'a pas le choix de jouer en fonction de ça. Bien le surveiller, de jouer. C'est ça. Quand tu joues contre les Foreurs, tu dois jouer en fonction, en désavantage numérique, de David Noël parce que c'est vraiment celui qui peut te faire mal. 2 buts en 2 matchs. Ouais. Félix Boivin vient un peu. Ça vient aider Noël dans sa tâche, donc, parce que là, tu dois maintenant porter attention aussi à Félix Boivin. Par contre, David Noël, dans une excellente équipe, avec, disons, 3 excellents défenseurs, parce que ça en prend au moins 3 excellents pour gagner une coupe, on se sentait là-dessus. Avec 3 excellents défenseurs, 2 bonnes vagues d'avantages numériques en défense, eh bien, David Noël ne pourra pas être autant surveillé. Parce que il va être échangé à une équipe contender, et l'équipe contender, l'avantage numérique, ça va être que des bons joueurs, que des joueurs vedettes. Donc, à ce moment-là, David Noël, il va se mettre à marquer des buts à profusion, ça, j'en suis certain.
premièrement, les passes vont être plus précises. Il va avoir plus de temps pour prendre son lancer. Donc, ça va avoir une valeur en or, ça, à la limite des transactions. Peu importe, j'ai envie de dire, le début de saison qu'il va connaître à Val-d'Or et il s'enligne pour en connaître un très bon. Donc, le nouveau capitaine des Foreurs, ça se peut qu'il ne soit pas échangé, dépendamment de la valeur, dépendamment des enchères, parce que il vient d'être nommé capitaine, il amène quelque chose à l'équipe. Il y a des chances qu'il revienne à 20 ans, il a été repêché, mais je rappelle qu'il n'a pas encore signé de contrat. Donc, il y a des chances que David Noël soit de retour dans la LHJMQ à 20 ans. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. Mais une chose est sûre, qu'il soit échangé ou non, le retour va être intéressant pour les Foreurs, que ce soit en termes d'expérience qu'il va donner aux jeunes, de but qu'il va donner à l'équipe, ou bien un retour au niveau des transactions. Parfait. Écoute, je vais finir là-dessus en disant que tu parlais de jouer peut-être comme défenseur numéro 3, disons, dans une excellente équipe. On va venir à ces équipes-là plus tard, mais imagine-toi un Big 3 à Drummondville. D'un côté, tu as Nicolas Baudin, tu as Xavier Bernard, après ça, tu as David Noël. Envoie ça à Rimouski. Tu as Charles-Édouard Astou, tu as, admettons, Radim Salda, puis tu as David Noël. Tu sais, c'était épeurant, là. Oh non, c'est clair. Il peut amener beaucoup à une équipe en tant que 2e, 3e défenseur, là, et comme général sur l'avantage numérique. Alors, on va passer en fait, j'aime la thématique, j'aime, en tout cas. On est dans les équipes peut-être qu'on prévoit une saison un peu moins bonne. Il devrait en avoir quand même plusieurs cette année. J'ai l'impression que le classement va être divisé un peu en deux, si c'est pas en 3 groupes, où on va avoir quand même plusieurs équipes, disons-le, ordinaires, voire mauvaises. On va avoir quelques équipes de tête qui vont être vraiment, vraiment dominantes et une couple d'équipes, peut-être au milieu, qu'on ne sait pas trop encore. Il y a peut-être 4 ou 5 clubs maximum que j'hésite encore à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, on pourrait poursuivre donc avec une équipe un peu semblable, les Cataractes de Shawinigan, qui est une équipe qui s'est regarnie au niveau du talent au cours du dernier repêchage. On a sélectionné entre autres Maverick Bourque au repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, un attaquant très talentueux. Et au niveau des Européens, je vais en glisser un mot, on est allé chercher le Suisse Valentin Nussbaumer qui à son premier match vendredi soir est allé d'une performance de 3 buts, dont le but vainqueur en prolongation face au Phoenix de Sherbrooke. Écoute, moi, la perception que j'ai de Shawinigan, ce sera pas une saison facile, un peu comme l'année passée, mais la différence, c'est que là, le talent à l'interne est là, pour, en tout cas en bonne partie. Ouais, écoute, je pense que tu en as parlé, Valentin Nussbaumer, qui va amener beaucoup à l'attaque des Cataractes. Également, un gars comme Yann Droz, un vétéran, lui, je pense qu'il va être également une pièce maîtresse. Je pense que l'attaque va porter beaucoup sur ces 2 gars-là. Tu l'as dit, ça va être une saison qui pourrait ressembler à l'an dernier. Je pense que, en fait, les Cataractes, ils me font quand même penser aux Foreurs, j'ai envie de dire, à plusieurs niveaux. Du potentiel en attaque, du potentiel en défense aussi. J'ai l'impression que les Foreurs ont un très beau potentiel en défense, mais bon, les Cataractes qui ont un beau potentiel en attaque, mais il va être important de construire autour de cet attaquant-là, de bien l'entourer, compléter. Je pense qu'en faisant ça, 2 voire 3 ans. OK. On t'a perdu un peu à la fin de ton propos, par exemple, mais je pense que l'essentiel étant de dire qu'il va falloir bâtir autour de cette attaque-là qu'on est allé chercher beaucoup de bons joueurs. À ce niveau-là, les Cataractes, en fait, donc c'est ça, sur une formation qui reste très jeune, mais on a quand même quelques éléments vétérans, pas beaucoup, mais moi, il y a un gars que j'aime particulièrement à la ligne bleue, un défenseur de 20 ans, Simon Benoît, qui a connu quand même, je trouve, une saison correcte l'an dernier, pourrait être un joueur à 20 ans, pourrait rester avec les Cataractes jusqu'à la fin de la saison, pourrait peut-être aussi être transigé des fois avec les 20 ans pour une demi-année, on voit que c'est un peu moins en demande, mais j'aime beaucoup ce joueur-là, certainement le défenseur principalement utilisé. Un joueur à surveiller du côté des Cats, c'est un défenseur également qui s'appelle Léon Denis, qui a joué l'an passé avec Shawinigan, et on l'avait vu, avait quand même
certaines habiletés offensives et déjà cette année a 3 points en 2 matchs. Donc c'est sûr que le début de saison est très 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 jeune encore, mais je pense que ça reste prometteur de son côté. Et Denis l'an passé qui avait marqué 6 buts quand même pour un défenseur dans une équipe, disons-le, qui était vraiment pas bonne. Le potentiel est là au niveau offensif avec ce défenseur-là. Mais dans l'ensemble, les Cataractes seraient en mesure, à mon avis, de donner un bon spectacle, mais pas assez pour remonter drastiquement au classement. Ils vont rester quand même dans le bas du classement, mais ça va être pas mal plus intéressant pour l'amateur moyen d'aller les voir que, par exemple, l'année passée. Exact. Alors, on peut poursuivre maintenant. On en a discuté tantôt avant d'entrer en ondes, les Sea Dogs de Saint John, une autre équipe un peu semblable à l'année passée. Là, c'est probablement l'équipe qui s'est le plus améliorée au repêchage. L'avenir, on sait déjà, écoute, après le repêchage, pas mal tout le monde a dit, les Sea Dogs vont gagner la coupe en 2021 ou 2022. Ouais. Écoute, c'était peurant. Là. Ouais, j'étais en train de regarder, justement, il y a un match, on est dimanche présentement, autour de 16h. Le match vient de terminer entre les Sea Dogs et les Wildcats. Ouais. Marque finale 5-4 en faveur de Saint John. Et puis, je vais vous amener vers le sommaire de ce match-là. Josh Lawrence, 3 buts, 1 passe, plus 4. 5 lancés dangereux. Donc, on voit que ce gars-là va être très dangereux dans quelques années. Il l'est déjà, en fait. Sinon, Maxime Tchakovic, qui a 2 points, plus 3. Cette équipe-là va être extrêmement dangereuse, j'ai envie de dire, dès l'an prochain. Oui, en effet, pourrait avoir une saison un peu semblable à ce que les Voltigeurs avaient fait l'an passé. Et puis, un gars qui n'est pas à oublier également, Alex Dorio, devant le filet, qui est un excellent gardien. Oui, un vétéran maintenant qui a accumulé une certaine expérience là, au cours des dernières saisons avec les Sea Dogs. Et je veux qu'on parle un peu de Josh Lawrence. C'est un joueur qui a fait beaucoup jaser dans les derniers mois. On se rappelle que les Sea Dogs l'ont sélectionné en fin de première ronde au dernier repêchage. Josh Lawrence, c'est un gars qui est originaire de Fredericton au Nouveau-Brunswick, donc pas dans la région de Saint John, mais en tout cas pas trop loin. Et lui, en fait, évoluait aux États-Unis au niveau midget, donc il jouait pas au Canada. Et les Sea Dogs ont quand même décidé de le sélectionner en fin de première ronde l'an passé. Et lui avait un deal avec, je sais plus si c'est l'Université du Massachusetts ou l'Université de Boston, mais bref, il y avait une entente au niveau américain avec les universités. Et finalement, on a appris au début du mois de juin qu'il abandonnait cette avenue-là et qu'il allait s'aligner avec les Sea Dogs et ça a fait jaser énormément. J'ai l'impression qu'on parle de ça à chaque année, toujours cette histoire-là de joueurs... J'ai dit que je suis pas prêt d'arrêter. On entend parler à chaque année, t'as dit. Ouais. Mais c'est pas prêt d'arrêter tant qu'il n'y aura pas des mesures qui seront prises. S'il y a des mesures qui seront prises, mais ça, c'est un autre débat, puis on va pas embarquer là-dedans aujourd'hui. Non, en effet. Mais tout ça pour dire que bon, les Sea Dogs se sont rapidement rebâtis et l'avenir est, écoute, plus que prometteur présentement à Saint John. Mais malheureusement, en tout cas, à moins de vraiment une énorme surprise, je pense pas que ça va être pour cette année. On pourrait voir une remontée des Sea Dogs au classement. Assurément, à mon avis, une équipe qui pourrait participer là, aux séries cette année. Je pense pas qu'on va les revoir parmi les 2 pires équipes de la Ligue, mais je pense pas qu'ils vont faire une montée si importante, en tout cas pas pour cette saison. Ouais, non, je pense pas. Alors, on peut parler maintenant, je voudrais qu'on y aille encore avec une équipe relativement jeune, mais qui, elle, vise une partie du classement beaucoup plus haute, les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est, comme j'ai mentionné, c'est une équipe qui est encore relativement jeune. On a beaucoup de talent à l'intérieur de ça et du talent qui n'est pas nécessairement vieux. On mise beaucoup sur des joueurs de moins de 19 ans. Et c'est une équipe qui va vouloir poursuivre sur son travail de l'an passé. Les Huskies avaient été une surprise l'an dernier, avaient terminé au milieu du classement à peu près, mais pendant une bonne partie de la saison, avaient occupé une place parmi le top 5, là, il me semble, ou le top 6 du classement général de la LHJMQ.
Et donc, c'est ça avait été une surprise, mais les jeunes Huskies avaient probablement manqué de gaz en fin de saison. Mais là, je pense qu'on est en mesure d'aller chercher le petit morceau qui nous manquait pour être une des équipes dominantes cette année. Oui, absolument. Et je dirais 3 joueurs à surveiller. Peter Abbandonato, Alex Bocage, qui est jeune, mais qui m'impressionne beaucoup par sa maturité, un talent offensif vraiment impressionnant. Et Raphaël Harvey-Pinard. Je vais mettre l'accent sur Raphaël Harvey-Pinard. Il a été invité au camp des Golden Knights de Vegas. N'a pas été repêché, a été invité au camp des recrues. Ensuite, a été invité au camp principal. Jusqu'à maintenant, c'est 1 point en 2 matchs, -2, mais ça, c'est pas important. Il va rebondir. L'an dernier, Raphaël Harvey-Pinard a connu une saison vraiment incroyable. 76 points en 67 matchs. Écoute, cette année, un petit gars 5 pieds 9, 171 livres, c'est petit, mais a tellement... à chaque fois qu'il touche la rondelle, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Oui. Je suis bien placé pour en parler. Je regarde tous les matchs des Foreurs et Dieu sait que les Foreurs affrontent souvent les Huskies. À chaque fois que Harvey-Pinard a la rondelle, que ce soit en avantage numérique ou même en désavantage numérique, il est bon partout, ce jeune-là. Et c'est ça qui est impressionnant. Les Huskies en forment beaucoup des joueurs comme ça qui sont bons dans toutes les situations. Et c'est ce qui fait qu'à chaque année, les Huskies peuvent être dangereux. Je dis pas qu'à chaque année, ils ont une chance de gagner la Coupe du Président, la Coupe Memorial. Je dis qu'à chaque année, les Huskies ont la chance de battre une équipe qui a la chance de gagner la Coupe en saison régulière. En saison régulière, quand tu fais le voyage en Abitibi, partons sur le principe que tu joues 2 matchs, c'est difficile de gagner les 2. Et ça, c'est reconnu que c'est difficile de gagner 2 matchs en Abitibi. Il y a des Foreurs et des Huskies sont forts en même temps, en plus. Donc souvent, soit les Foreurs sont forts, soit les Huskies sont forts, et les Huskies sont toujours dangereux. Donc ça devient difficile de venir jouer en Abitibi. Et puis, il y a beaucoup de noms, tu sais, des gars comme Félix Bibeau qui sont moins connus, Vincent Marleau, Tommy Baudouin, ils apportent tous leur petit quelque chose. Et ça a toujours été la marque de commerce des Huskies. Chaque joueur a son rôle à jouer. Oui, en effet, une philosophie qui a été vraiment amenée au fil du temps là, par l'ancien entraîneur-chef André Tourigny, par son successeur Gilles Bouchard. Et je veux qu'on en parle d'ailleurs. Gilles Bouchard qui a quitté les Huskies au cours de l'été. En fait, il a été nommé entraîneur adjoint de Benoît Groulx avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine. Et est-ce qu'on va être capable là, de continuer dans cette lignée-là chez les Huskies malgré la perte de Gilles Bouchard? Ben écoute, on a quand même ramassé un bon entraîneur, hein? Oui, certainement. Donc, moi, j'ai l'impression c'est une période d'adaptation, c'est sûr, pour des vétérans qui ont toujours été dans la même mentalité. J'imagine que ça va continuer dans la même, mais comme des gars comme, par exemple, Jacob Neveu, qui est un vétéran. Est-ce qu'on va bien s'adapter? J'ai l'impression que oui, je pense que ça va se faire tout seul. Des gars comme Zachary Lauzon également, qui présentement est blessé, a commencé sa réhabilitation dernièrement. On parle peut-être d'un retour vers le temps des fêtes, mais ça, c'est très tôt pour le dire. Mais un retour qui est très possible pour Zachary Lauzon. Bien hâte de voir dans ce cas-là. Mais les Huskies qui, honnêtement, ont une bonne équipe. Je pense à un nouvel entraîneur. L'adaptation, hâte de voir. Jusqu'à maintenant, c'est une victoire, une défaite en 2 matchs. Mais c'est clair que les Huskies vont être à surveiller cette saison. Oui, assurément. Ben écoute, moi je les place là, parmi le top 5 de la Ligue, là, carrément. Ouais, j'irais plus dans le top 6-7, mais top 5 qui est très réaliste également. Oui. Et juste pour le for the record, là, ça me fait un peu penser, en fait, Mario Pouliot, qui est rendu maintenant à Victoriaville, ça me fait un peu penser à quand Éric Veilleux avait gagné la Coupe Memorial avec les Cataractes de Shawinigan. Puis après ça, il s'est en allé à Bécomo, qui était à ce moment-là perçu comme une équipe qui pourrait être une équipe championne au cours des 2 saisons suivantes. Et on sait ce qui est arrivé, le Drakkar s'est rendu 2 fois en finale au cours de ces 2 années-là. Ouais. Ça me rappelle un peu ce scénario-là. Alors, ensuite de ça, maintenant qu'on est dans le top 5, on peut peut-être s'attarder à des équipes qui on sait pourraient être parmi les bonnes du circuit. Je vais y aller en fait avec successivement 2 équipes qui, moi, me semblent assez semblables, c'est-à-dire les Wildcats de Moncton et le Drakkar de Bécomo. Je vais commencer avec Bécomo, si tu permets. C'est possiblement une des meilleures attaques
de la Ligue en partant. Ouais. Écoute, je suis allé de prédictions assez conservatrices, là. Jordan Martel, l'année passée, top 10 pour les points et les buts. Maintenant, un attaquant de 20 ans, donc pourrait être, à mon sens, c'est un des 3 attaquants de 20 ans les plus productifs cette année. Ça va l'être avec Mitchell Balmus et Peter Abandonato, dont on a parlé tantôt. Rajoute à ça D'Artagnan Joly, qui a fait plus qu'un point par match l'an passé. Ivan Čekovič, c'est un gars qui peut te donner un point par match. Gabriel Fortier, s'il y a une progression normale, il va faire un point par match et plus cette année. Et ça, à mon avis, c'est 4 gars sûrs. Et on pourrait peut-être, là, si jamais on rentre dans des joueurs qui profitent un peu de cette situation-là, ça pourrait monter encore. C'est vraiment un top 6 là, qui est assez intéressant. Et j'ai remarqué hier, j'ai écouté les 2 parties du Drakkar contre les Saguenayens en fin de semaine, vendredi et samedi, et je vois un nouveau Sean Element, vraiment, s'est amélioré au niveau de son coup de patin, il semble vraiment plus à l'aise sur la glace, plus à l'aise avec la rondelle, un joueur maintenant âgé de 18 ans, et ça reste un choix de première ronde, 9e au total, c'est un gars dont on s'attend quand même. C'est sûr que c'est un gars qui travaille très fort, qui est très habile au bout du point. On l'a vu dans les 2 dernières années dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Mais pour un bon choix de première ronde, on s'attend quand même à une certaine production. Et je pense que Sean Element pourrait connaître une certaine progression à ce niveau-là cette année. Vraiment, il paraît différent déjà après 2 matchs cette année. Est-ce que les points vont toujours être là? Peut-être pas, mais certainement, j'ai davantage confiance que l'an passé. Sinon, au niveau de l'équipe, on a beaucoup de points d'interrogation quand on parle de défensive et quand on parle de gardien de but. Justement. J'aimerais ça que tu me parles de Xavier Bouchard. Comment il va rebondir? Écoute, si Xavier Bouchard avait de la pression l'an passé avec l'année de repêchage et tout ça, il y en a certainement aussi cette année parce que moi, je l'ai identifié déjà. Le X-Factor du Drakkar, à mon avis, ça va être Xavier Bouchard. Moi, tu m'en avais parlé aussi. C'est l'élément qui, à mon avis, c'est l'élément qui va faire que le Drakkar va connaître soit du succès ou non. Ben, peut-être pas à 100%, c'est pas ce que je veux dire, mais si Bouchard connaît du succès, l'influence pourrait être vraiment, vraiment grande. Parce que l'an passé, je dirais que lui et Yann Aucoin ont été placés dans une situation qui était vraisemblablement pas prêt dans un rôle qui n'était pas prêt à accomplir. Mais là, il a connu une saison difficile l'an passé, a quand même été repêché par les Golden Knights de Vegas, est allé à un camp professionnel. C'est sûr qu'il a acquis beaucoup d'expérience et qu'il a certainement appris beaucoup au cours de la dernière saison. Et je lui ai jamais parlé personnellement, mais de tout ce que j'ai entendu au cours d'entrevues ou de choses comme ça, c'est un gars qui est extrêmement mature pour son âge. Des journalistes qui lui ont parlé ont dit: t'as pas l'impression que tu discutes avec un gars de 17-18 ans quand tu parles avec Xavier Bouchard. On a l'impression de voir un gars à la mi-vingtaine. Et écoute, je veux dire, c'est le fils de son père aussi. Il a grandi dans un environnement où l'entraînement est quelque chose d'important, où l'application de toutes les bonnes choses est quelque chose d'important. Alors, est-ce que Xavier Bouchard va être en mesure de se relever de sa mauvaise saison de l'an passé? J'espère que oui. Écoute, au cours des derniers mois, je suis convaincu qu'il a appris beaucoup, qu'il a peut-être réfléchi beaucoup, mais j'ose espérer qu'on va avoir quelque chose de bien à ce niveau-là cette année. Xavier Bouchard, moi, de ce que j'ai vu au cours des 2 derniers matchs, c'était bien. Par contre, le Drakkar n'a pas beaucoup été testé, je dirais, au niveau de la défensive et du gardien de but par les Saguenayens. Alors, je me garde quand même certaines réserves. Pour l'instant, ça va bien, mais l'échantillon est trop petit. Et je voudrais conclure, c'est un peu la même chose au niveau des gardiens de but. L'an passé, le Drakkar avait besoin de se faire sauver les fesses par un gardien pour pouvoir gagner des matchs. Et là, présentement, je pense pas qu'on a des gardiens qui sont capables de faire ça. Justement, est-ce qu'il y a un numéro 1 établi ou ça va se battre? Moi, je pense que ça va se battre. Le départ de Kyle Jesseman a vraiment pas été convaincant hier. C'est lui qui a débuté le match d'ouverture à Bécomo samedi. C'est Justin Blanchette qui avait eu le départ vendredi. Mais après, la première période n'était même pas terminée et on a retiré Kyle Jesseman du match. Le Drakkar perdait 3-1 à ce moment-là en première période. On a amené Justin Blanchette et le Drakkar a gagné. Par contre, au cours des 2 matchs et 2 périodes que Justin Blanchette a joué,
il n'a pas vraiment eu à se démarquer. Il n'a pas eu à voler des buts ou des choses comme ça. Il n'a pas été testé particulièrement, un peu comme la défensive. Okay. Alors, moi, je suis pas convaincu encore, mais il y a une chose que je suis absolument certain, c'est que si Justin Blanchette ou Kyle Jesseman, peu importe, connaissent des performances un moyennement constant, puis moyennement correct, là, le Drakkar pourrait gagner beaucoup de matchs. On n'a pas besoin de nécessairement grand-chose avec l'attaque qu'on a. Sauf qu'une chose est certaine, tu peux pas demander à ton attaque de compter 4, 5, 6 buts tout le temps. Non, c'est clair, mais il y a l'attaque pour le faire, mais parce que, en fait, la base du hockey, ça part que tu vas devoir te défendre. Une fois que ton gardien a fait l'arrêt, la rondelle s'en va dans le coin, tu as besoin d'un défenseur qui va sortir la rondelle. Donc là, ça te prend un bon gardien qui a envoyé la rondelle dans le coin en faisant l'arrêt. Ça te prend un défenseur qui va la sortir, puis après, ça te prend un attaquant qui va aller la mettre dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tout soit complet. Là, on parle qu'il y a une solide attaque, mais si tu n'as pas de défenseur pour sortir la rondelle, ça finit direct là. Exactement, ça a été le problème de l'an passé. On faisait beaucoup trop de revirements à la ligne bleue du côté de Bécomo. Carrément, le puck sortait pas. Les attaquants étaient très rapides, mais on n'était pas capable de sortir la rondelle. On faisait trop de revirements et on se faisait compter. Et j'ose espérer que ça s'est amélioré. Mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'à l'exception de 1 ou 2 joueurs, la brigade défensive est la même que l'an passé. Xavier Bouchard, Christopher Merzier-Ortiz, Louis Junior Tardif, Yann Aucoin, Hugo Savinski, c'est tous des gars qui étaient là l'an passé et qui ont pris 1 an. Là. Donc, j'espère que ça s'est amélioré de ce côté-là parce qu'une chose est sûre, on va en avoir besoin. On va avoir besoin d'un minimum de contribution de ces joueurs-là pour pouvoir gagner. Ouais. Alors, on va passer de l'autre équipe que je parlais qui est un peu semblable à Bécomo, à mon avis, c'est les Wildcats de Moncton, c'est-à-dire une attaque qui a énormément de potentiel, mais avec une défensive améliorée. La grosse différence entre les deux, par exemple, c'est que le gardien de but des Wildcats, c'est Francis Leclerc, un gardien de 20 ans qui a déjà prouvé ses grandes qualités dans le circuit courtois. Moi, j'ai l'impression, je sors ça comme ça, qu'Alexander Kovanov va connaître toute une saison. Je sais pas, une question de feeling, j'ai l'impression que ce gars-là va step up. L'an dernier, il a environ 1 point par match, si je me rappelle bien. Il n'a pas joué toute la saison, il a joué une trentaine de parties. Mais j'ai l'impression que cette année, après avoir été choisi au repêchage de la Ligue nationale, le dernier en fait, va connaître toute une saison. Et puis, il va être appuyé en attaque. Notamment Jérémy McKenna, qui jusqu'à maintenant, 4 points en 2 matchs, 4 mentions d'aide. Elliott Desnoyers, le jeune, qui a 3 points en 2 matchs quand même, c'est ses 2 premiers matchs. Adam Campanelli, 3 points aussi. Lui, tu le connais bien, j'imagine. Uh-huh. Ils ont plusieurs bons attaquants, comme tu as dit, un peu en comparaison au Drakkar. Mais on ne sait pas trop où les placer, les Wildcats, en tant qu'équipe au classement. Puis ça ressemble à la situation de l'an dernier avec eux, justement. Ouais, ben on se rappelle que l'année passée, il avait commencé premier au classement général. Je pense que c'est ça que tu disais. Puis finalement, ils ont fini par descendre là, au fil de la saison. Exact. Donc, on ne sait pas trop où les placer. Ouais. Ils ont des attaquants. Il y en a un petit qui est blessé d'ailleurs, et ça ne doit pas contenter les dirigeants des Wildcats. Ben, Kovanov est blessé, entre autres aussi. Je ne sais pas à quel point, mais c'est ce que j'ai entendu durant j'ai écouté un peu le match de tantôt face aux Sea Dogs et j'ai entendu que Kovanov était à l'écart du jeu. Oui, j'ai vu ça aussi. Je ne sais pas à quel degré, comme tu as dit, mais ouais, je ne sais pas si ça va être long. Mais qui d'autre qui est blessé? Le jeune, son nom m'échappe, pas parent. Jacob Pelletier. Jacob Pelletier, c'est ça. Ouais, Pelletier, écoute, c'est un espoir à surveiller, hein, prochain repêchage, possiblement parmi les 2-3 premières rondes. L'an dernier, il a connu toute une saison. Oui, je l'ai mentionné tellement de fois, pour vrai, là, Jacob Pelletier, très, très impressionnant, là, ce jeune homme-là, 17 ans. J'ai hâte de voir quand il va revenir. Je ne sais pas il reste combien de temps de sa convalescence, mais... Non, moi non plus, j'ai aucune idée. On va espérer. Ça va être très intéressant de le voir quand il va revenir. Lui, je le vois bien former un solide duo, justement, avec Kovanov. Oui, absolument. Écoute, année de repêchage dans son cas, donc on veut être là le plus possible et les Wildcats vont en avoir besoin, c'est certain. On va rester dans les Maritimes, une équipe qui est un peu énigmatique aussi, les Screaming Eagles du Cap-Breton.
Le classement des 10 meilleures équipes de la Ligue canadienne de hockey, bon écoute, ça veut pas toujours dire grand-chose, mais dans les mentions honorables, on a mis les Screaming Eagles du Cap-Breton et je vais te dire que j'ai été énormément surpris. Ben honnêtement, moi aussi, je l'avais pas vu passer. Ben en fait, je l'avais vu passer, mais j'avais pas remarqué que les Screaming Eagles étaient dans les mentions honorables. Tu sais, écoute, t'as Mitch Balmes qui est tout un marqueur de but. T'as Igor Sokolov qui est capable de produire offensivement. T'as Antoine Krejt-Delzil qui est un bon défenseur. La Ferrière qui est bon, qui est capable d'amener des points. Tu sais, t'as devant le filet Mendelisi. Mm-hmm. Je les connais moins, je les ai pas vus jouer souvent, mais tu as Alex Grover qui est un bon prospect, qui pourrait surprendre un petit peu. Mais à part ça, pour être honnête... Ben, c'est ça, c'est que moi, je vais te dire une affaire. Je trouve pas que les Eagles sont meilleurs là qu'ils l'étaient là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Écoute, j'ai pris la peine de regarder depuis que Marc-André Dumont est là. Donc, ça va être la 6e saison, si je me trompe pas, que Marc-André Dumont est l'entraîneur-chef des Eagles. Écoute, je dis peut-être n'importe quoi, là, mais leur meilleure saison depuis 6 ans, c'est 39 victoires et leur pire, c'est 31 victoires. Autrement dit, les Eagles, depuis 6 ans, ont toujours joué entre 500 et 600. C'est-à-dire qu'on gagne toujours plus de matchs qu'on en perd, mais on n'est jamais vraiment fort. Là. Ils finissent comme entre 7e et 13e, là, disons. Ils finissent toujours soit dans le bas de la première moitié ou dans le haut de la deuxième. Là. Puis, ils ont toujours un peu des équipes qui se ressemblent. On a des jeunes, mais des vétérans. On a toujours comme un gars qui est capable de marquer beaucoup de buts. Tu sais, là, 2-3 ans, il y avait Giovanni Fiore. Avant ça, il y a eu Michael Joly. On dirait que c'est toujours une équipe qui est pareille dans l'ensemble. Puis je m'attends un peu à ce que les Eagles restent dans cette optique-là. Écoute, moi, je discutais avec Mathieu Vachon cette semaine et il m'avait déjà dit l'an passé, moi, à chaque fois que j'ai prédit quelque chose sur les Eagles, c'est le contraire qui est arrivé. À chaque fois que j'ai pensé qu'ils étaient pour être bons, ils n'ont pas été bons, puis vice-versa. Ouais. Fait que sont durs à prédire, les Eagles, mais j'ai cette impression-là que les Eagles sont jamais... Ça fait longtemps que les Eagles n'ont pas été pas bons, mais vraiment. Là, tu sais, genre, ils ont raté les séries. Là. Ça commence à faire longtemps, mais... ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été extrêmement solides non plus. Puis des fois, on tombe un peu dans ce marasme-là quand on est une équipe qui évite un peu les cycles parce que c'est exactement ça. Je veux dire, ils sont jamais pas bons, mais ils sont jamais hyper bons non plus. Sauf que, ben, tu gagnes plus de matchs que tu en perds, mais à moins d'être chanceux, tu restes un peu tout le temps là. Puis de ce que j'ai vu de certains partisans du Cap-Breton, sont un peu tannés de ça. Ouais, j'en doute pas. Oui, ben écoute, tu as mentionné quelques noms intéressants. On a des jeunes attaquants capables de marquer. On a beaucoup de joueurs de 17 ans, beaucoup de joueurs de 18 ans. Fait que c'est une équipe, c'est ça, qui est quand même intéressante, qui est capable d'être très compétitive, de gagner beaucoup de matchs, mais en même temps, c'est ça, c'est difficile à prévoir. Mais ça reste, à mon avis, c'est une meilleure que moins bonne. Mais je pense pas qu'on va les voir parmi le groupe de tête. Là. Je pense pas qu'on parle d'une mention honorable aux 10 meilleures équipes au Canada, comme on l'a vu dans le classement de la Ligue canadienne. Non, exact. Je pense que ça peut être une équipe de milieu de peloton, mais mention honorable, ça commence à être poussé. Oui. Alors, autre équipe, un peu dans ces eaux-là, là, des équipes un peu... ordinaire ou qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y en a quand même quelques-unes. Ben, d'abord, il y a les Tigres de Victoriaville qui ont perdu énormément de gros noms au cours de la dernière saison. On sait que les Tigres étaient vraiment all-in l'année passée. On est allé chercher Vitaly Abramov, on est allé chercher Étienne Montpetit. Mais là, il reste quand même quelques bons éléments, mais les Tigres vont pas mal souffrir de leur fin de cycle, là, si on veut. Ouais, ben justement, c'est très difficile. Je regarde les statistiques en ce moment, puis en 2 matchs, il n'y a personne qui a un point. Faut dire que le match à Boisbriand a été arrêté après la première période, là, quand même. Fait que aussi, faut faire attention, là. C'est vrai. Mais ça fait quand même 4 périodes, aucun but en 4 périodes. Ouais, ben écoute, on n'a pas pris... c'est en 2 périodes, en fait. Les statistiques sont faussées parce que le deuxième match, en fait, c'est face à l'Océanique et ils perdent 3-0 après une période. Oui, exactement. C'est ce que je vois à l'instant.
Et c'est ça. Il reste quand même quelques bons éléments du côté des Tigres. On vient de nommer Simon Lafrance, capitaine. C'est un joueur vétéran qui est capable de mettre des points sur la table. Il y a le Tristan Côté-Cazenave, le jeune gardien. On a de l'espoir à l'endroit de ce jeune-là. Il reste quand même des belles choses, mais c'est une équipe qui va assurément connaître une bonne drop au classement par rapport à l'an passé. Et moi, j'ai hâte de voir Mial Abramov. Absolument. Absolument. Écoute, avec le nom qu'il y a, écoute, il n'y a pas de lien de parenté avec Vitaly Abramov, mais disons que ça pourrait être un autre Abramov qui pourrait faire sourciller là, à Victoriaville. Ouais, exact. J'en avais pas entendu parler personnellement avant le repêchage, puis après ça, il y a eu le championnat du monde des moins de 18 ans, je pense, en tout cas, ou un autre tournoi, puis là, il s'est mis, écoute, à dominer, puis toutes les têtes se sont tournées vers lui. Ouais, mais c'est ça, il y a quelques bons vétérans, des jeunes prospects corrects, il y en a des bons qui pourraient connaître une belle carrière dans la LHMQ. Mais à part Abramov, je vois pas vraiment de bougie d'allumage qui pourrait vraiment, au cours des prochaines années, venir changer la donne. Donc, ça va être important de bien voir ce que tu fais premièrement à la date limite des transactions. Qu'est-ce que tu peux avoir comme retour et ensuite de ça, de bien repêcher. Ouais. C'est un cycle qui recommence. Absolument. À l'image du temps. Je sais qu'on met beaucoup d'espoir sur Sean Larochelle, un défenseur qui faisait déjà un peu partie des plans de l'équipe l'an passé. C'est un joueur de 17 ans, donc qui vient de commencer dans la ligue. C'est un choix de deuxième ronde, début de deuxième ronde, en fait 20e au total en 2017 des Tigres. Là, c'est un défenseur droitier. Et je sais qu'on mise beaucoup sur ce jeune homme-là. Alors, ensuite de ça, dans les autres équipes, disons, un peu difficiles à prévoir, on pourrait parler du Phoenix de Sherbrooke, qui a connu quand même une saison, je dirais coup-ci, coup-ça l'an passé, mais qui a réussi enfin à gagner une série pour la première fois. On avait disposé des Huskies de Rouyn-Noranda en première ronde. Avec une surprise. Oui, absolument. Plus ou moins. Ouais, c'est ça. C'est un affrontement. Je pense que c'était l'équipe... c'était quoi? Je pense que c'était 8-9. Ouais, genre 8-9 ou 7-10, là, en tout cas. Mais quand même, il y avait beaucoup plus de prédictions en faveur des Huskies. Oui. Donc, ça a été une surprise dans ce sens. Oui, absolument. Et le Phoenix, en fait, qui bénéficie quand même de beaucoup de jeunes joueurs dans son alignement, des joueurs de première année, des joueurs de deuxième année. On a quand même quelques vétérans intéressants. Là, je pense à Félix Robert qui est en mesure de ramasser beaucoup de points. Samuel Poulain maintenant qui est à sa deuxième année, qui est un bon espoir là, en vue du prochain repêchage. Quand même, on n'en a pas parlé beaucoup l'an passé. Poulain, il avait été blessé en début de saison et évidemment, c'était la saison recrue d'Alexis Lafrenière l'an passé, donc qui a un peu passé sous le radar. Ouais. Mais écoute, j'ai tellement entendu de belles choses sur Samuel Poulain. Écoute, l'an passé, 45 points en 55 matchs à 16 ans, plus 13, avec, disons, une équipe assez ordinaire à Sherbrooke. 6 pieds, 1 pouce, 204 livres à 17 ans, c'est toute une pièce d'homme. Et déjà, là, 2 points au cours de sa première partie, il a marqué 2 buts. Et on mise certainement beaucoup sur ce jeune-là. Mais il y a 3 noms que tu n'as pas nommés. En tout cas, si oui, je ne les ai pas entendus. Vas-y. Jackson Bellamy. Oui. Bailey Pease. Oui. Patrick Guy. Absolument. Et ils sont un derrière l'autre dans la liste des pointeurs que j'ai sous les yeux présentement. Et oui, Jackson Bellamy qu'on est allé chercher qui a repêché Jackson Bellamy l'an passé? Les Wildcats de Moncton, c'est ça. Et donc, défenseur de deuxième année. Ensuite de ça, Patrick Gay, une recrue, un choix important là, du Phoenix au dernier repêchage, 5e au total. Dans la vraie vert. Oui, absolument, mais disons que c'est une chanson qu'on a déjà entendue, par exemple, du côté de Sherbrooke. Ça, c'est pas faux. On est allé chercher quand même une couple de vétérans à l'attaque. Là, je pense à Alex-Olivier Royer. On est allé chercher Édouard Saint-Laurent. Ryan De Silva en défensive. Écoute, il y a quelque chose, mais on dirait que je veux encore... disons que j'attends les vrais résultats. Là. Je veux qu'on me surprenne là, du côté du Phoenix. Alors, ensuite de ça, on peut parler... les Remparts de Québec. Ça va être intéressant. Le retour de Patrick Roy. Et moi, écoute, j'en ai parlé pleinement. On en a discuté aussi. Moi, je suis... ne serait-ce que pour la Ligue, c'est une des meilleures choses qui pouvait arriver. Que Patrick Roy soit de retour.
parce que je l'ai vécu comme partisan. Je me rappelle très bien les années de Patrick Roy, quand il était entraîneur-chef des Remparts. Quand les Remparts venaient à Bécomo, c'est toujours des bonnes foules. Pas mal plus que quand Philippe Boucher était là. Et écoute, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons, que parce que le monde l'aime ou que le monde l'haït, les gens se déplacent pour aller au match quand Patrick Roy est là. Et de ce que je sais, Bécomo, c'est pas la seule ville où ça se produit. Et écoute, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons, si tu vends des billets, c'est non seulement bon pour la santé de la Ligue, mais c'est bon pour la santé de toutes les équipes. Et ça, on sait que c'est un problème, les baisses d'assistance. Et à mon avis, Patrick Roy, peut-être pas cette année, mais pourrait redresser les Remparts qui sont un peu pris dans un marasme là, depuis la Coupe Memorial, depuis qu'ils ont tenu le tournoi. Disons que le bilan des années de Philippe Boucher est peut-être pas très reluisant, mais... ça devient une équipe de milieu de classement toujours. Tu sais qu'ils vont pas remporter la coupe, mais tu sais non plus qu'ils seront pas exclus des séries ou qu'ils seront pas complètement dans la cave, tu sais. C'est ça. L'avantage, par exemple, s'il y a une chose positive que je peux retenir du règne de Philippe Boucher, c'est que l'an passé, les Remparts de Québec ont été parmi les meilleures équipes du classement pendant un certain temps. Et c'est une équipe qu'on voyait pas du tout là. C'est une équipe qui, quand elle a des joueurs visiblement très ordinaires, est toujours en mesure de gagner plus de matchs qu'il en perd, ou en tout cas à peu près. Et c'est ça, c'est généralement une équipe qui joue bien malgré qu'on n'a pas des gros noms dans l'alignement. Et je pense que cette année ne fera pas exception à ça du tout. Non, écoute, il y a quelques bons vétérans, quelques bons jeunes, un beau mélange de tout ça. Des défenseurs fiables en défensive, des gars comme Mathieu Gucci, pour ne nommer que lui. Donc, je pense que ça va être une équipe de milieu de peloton, tout simplement. C'est ça. Et puis, c'est des gars comme Philippe Kourachev qui peuvent marquer des buts, qui peuvent avancer beaucoup de points. Des défenseurs fiables comme Benjamin Gagné. Des bons jeunes qui ont même rendu un vétéran, Louis-Philippe Côté. Donc, hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Mais je m'attends à une équipe de, mettons, entre 8 et 14. C'est ça. 8 et 12. C'est une équipe qui peut, pour un temps, je dirais, jouer au-dessus de ses capacités, mais c'est ça. On a quand même quelques jeunes, beaucoup de vétérans, mais pas nécessairement beaucoup de joueurs d'impact là, à proprement parler, mais ils réussissent parfois à faire fi de ça et à connaître quand même des bonnes saisons. Exact. Ouais, alors, pour ce qui est de Québec, je dirais que ça fait pas mal le tour. Là. C'est ça. Donc, des bons éléments pour être compétitif, mais pas assez pour vraiment là, se démarquer. Alors, pour ce qui est d'une autre équipe, je dirais qui est dans le même genre, à mon avis, l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ouais. C'est-à-dire, là, on vient d'avoir une méchante claque au visage, je dirais. Le départ de Joël Bouchard et de Daniel Jacob. Je dirais pas qu'on s'en attendait pas là non plus, mais Joël Bouchard et Jacob qui ont quitté donc pour l'organisation du Canadien sont maintenant avec le Rocket de Laval. Et Joël Bouchard, c'était Monsieur Armada. Là. Ouais. Par contre, eux, je les vois quand même haut dans mon classement. Je dirais top 8. Ah ouais? Écoute, en attaque, tu regardes ça, là, tu sais, Joël Teasdale, Luke Heinemann, des gars comme Thomas Etier, Peyton Hort, Rémi Gollard qui est bon dans son rôle. Je trouve qu'il y a beaucoup d'attaquants qui sont capables de marquer des points. Il y en a qui sont bons dans leur rôle, un peu comme Engelhardt. En défense, peut-être un petit peu plus difficile, mais malgré que tu as des gars comme Entalainen, qui est un bon vétéran, Michael Kemp. Pour vrai, je pense que ça pourrait être une équipe en attaque. J'ai oublié de nommer Alexander Kataginakis. En effet. Écoute, moi, je les vois quand même connaître une bonne saison. Tu sais, devant le filet, tu as aussi Émile Sanson, qui l'année passée a connu une belle histoire quand même. Oui, absolument. Ben, c'est juste que j'attends que cette équipe-là me prouve ce qu'elle a. Je pense pas nécessairement que ça va être une mauvaise équipe, mais une chose qui est certaine, c'est que l'Armada ne sera pas aussi dominant qu'il a été dans les dernières années. Là. Vraiment, là, je tomberais sur le derrière, là, solidement. Là, que mais l'Armada... Oui, moi aussi je les vois dans ces eaux-là, mais je pense pas que c'est une équipe qui va être dans le top 5 ou dans le top 6 de la Ligue, personnellement. Là. Moi, je les vois pas. Je les vois pas là du tout. Par exemple, l'Armada, un peu comme les Remparts, c'est une équipe qui, à mon avis, à chaque année, quand on regarde son alignement, c'est une équipe qui joue
au-dessus de ce qu'elle paraît, là, au-dessus de ses capacités. Si l'entraîneur-chef, à mon avis, c'est ça, l'entraîneur-chef Bruce Richardson a certainement un peu de pression, à mon avis, parce qu'on sort d'une ère tellement bonne sous Joël Bouchard. On peut dire Jean-François Hull aussi au début de l'Armada, mais Joël était derrière le banc également. Mais écoute, je fais un résumé rapide, OK? Depuis que l'Armada existe, depuis la saison 2011-2012, on est allé une seule fois, en fait, je vais y aller comme ça, une seule fois, on s'est incliné au premier tour des séries éliminatoires. La pire saison de l'Armada, la pire, on a eu 26 victoires, 32 défaites et 10 défaites en surtemps. Sauf que j'ai jamais vu une équipe avec autant de blessures que l'Armada de cette année-là. Et quand on a eu toute l'équipe en forme et toute l'équipe en même temps, qu'est-ce qui est arrivé? On a sorti Foreur qui avait fini deuxième en première ronde. Ouais. Et écoute, leur deuxième pire année, là, c'est 40 victoires. Depuis que l'Armada existe, là. 40 victoires, c'est ta deuxième pire saison. C'est incroyable. Ouais, c'est assez incroyable, certain. Oui, écoute, succès en saison, succès en séries éliminatoires. Écoute, l'Armada sont allés en finale 2 fois au cours des 2 dernières saisons. Malheureusement, n'ont pas remporté la Coupe du Président à aucune de ces 2 finales-là. Et également, on a 2 participations au carré d'as. Et ça, c'est en quoi? 7 ans? 4 carrés d'as en 7 ans, dont 2 finales. Écoute, non, ça, c'est... On touche du lourd, là. Jamais les sous-estimer. Jamais. Non, en effet. Mais c'est ça. À mon avis, l'Armada va connaître une moins bonne saison qu'au cours des 2 dernières années. Ça, c'est pas mal certain. Ça serait pas surprenant, en effet. Alors, il reste une équipe, je dirais, que je classe un peu dans cette lignée-là, c'est-à-dire les Islanders de Charlottetown, la grande surprise de la saison dernière, que moi et en tout cas beaucoup d'autres mondes voyaient complètement dans la cave de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Islanders qui ont surpris beaucoup, autant en saison régulière qu'en séries éliminatoires. Vraiment, c'est une équipe qui était assez sous-estimé par son alignement. On avait perdu tellement de bons joueurs, tellement de gros noms, mais on avait quand même réussi à terminer dans la première moitié du classement. Ils avaient terminé 9e et avaient réussi à connaître du succès malgré tout. Et je pense que ça va être une équipe qui devrait être autour de ce rang-là cette année encore. Ouais, une équipe de milieu de peloton. Je les connais moins, ceux-là, par exemple, si tu veux plus approfondir. Mais c'est une équipe, encore une fois, qu'il ne faut pas sous-estimer comme on l'a trop fait l'an dernier. Même en série, rendu en série, à chaque fois, il réussi à surprendre. C'est toute une histoire c'est incroyable, tout simplement, ce qui est arrivé avec cette équipe-là. Je sais pas quoi dire d'autre que incroyable. Ouais, ben écoute, on bénéficie quand même de certains vétérans qui peuvent apporter beaucoup. Si on pense au Daniel Hardy, au Derek Gentle, on a également le gardien de but Matthew Welch qui a connu une saison extraordinaire l'an dernier. C'était une des principales sources là, du succès des Islanders. Présentement, on a Pierre-Olivier Joseph, le défenseur étoile, qui est toujours au camp là, des Coyotes de l'Arizona, n'a pas joué encore cette année avec les Islanders. Mais c'est ça, c'est une équipe qui bénéficie quand même de quelques joueurs importants. J'ai pas mentionné non plus Sullivan Sparks et Nikita Alexandrov qui a connu des séries assez impressionnantes l'an passé, là, 17 points en 18 parties. Et malgré qu'il n'y avait eu que 31 points en saison régulière, est-ce qu'il va être en mesure de poursuivre là-dessus? On le sait pas, mais les Islanders qui sont encore à surveiller dans peut-être la première moitié du classement encore. Bien hâte de voir. Oui. Et là, on passe au top 3 presque incontesté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il nous reste 3 équipes à voir. Alors, les Voltigeurs de Drummondville, les Moussets d'Halifax et l'Océanique de Rimouski, selon toute vraisemblance, seront les équipes 1, 2, 3 cette année. Les 3 équipes qui, à mon sens, ont joué leur carte comme étant all-in pour cette année. Il y a peut-être Rimouski qui n'a pas fait de move en particulier là, pour dire qu'ils sont là, mais ça reste une équipe extrêmement jeune et compétitive. Alors peut-être qu'au niveau des fights, on va aller chercher de nouvelles acquisitions dépendant de où on est au classement.
Écoute, je vais commencer par Drummondville, étant donné que tu les as vus jouer contre les Foreurs. On va y aller avec ça. On va conclure par Halifax, vu que c'est eux qui sont les hôtes de la Coupe Memorial. Alors, on va faire Drummondville, Rimouski, Halifax. Parfait. Vas-y. Bon, écoute, les Voltigeurs, je les ai vus jouer, comme tu l'as dit, mais c'est pas vraiment les Voltigeurs que j'ai vus jouer, c'est bien que c'était une excellente équipe, il manquait des éléments très importants. C'était l'équipe B+, des Voltigeurs, mettons. Ouais, exact. C'était pas l'équipe. Par exemple, il manquait Maxime Comtois, Joe Valino et son nom m'échappe. Là, Nicolas Baudin. Écoute, quand t'es une puissance sans ces trois gars-là, ben, contre les Huskies, j'ai pas regardé le match. Je vais aller le sommaire, puis ça paraissait pas que c'était une puissance. Ouais. Mais contre les Foreurs, ça paraissait. Ouais, c'est sûr. La machine est bien huilée, là. Ah, c'est la rondelle se promène, puis bien que les Foreurs étaient capables de se défendre quand même correctement. Avant, les Foreurs se sont effondrés en troisième, je pense, dans le match d'hier, mais ils avaient joué quand même une bonne partie. Non, c'est ça. Mais tu vois que les Voltigeurs, ça va aller de mieux en mieux. Là, tu vas avoir les trois gars que j'ai nommés précédemment qui vont arriver. Et là, à ce moment-là, ça va devenir machine de hockey. Je pense que j'ai même pas le terme. Il faudrait quelque chose de plus fort que machine de hockey pour décrire ça. Tu sais, t'as Comtois, t'as Valino dans ton attaque. T'as Nicolas Gay, là. Nicolas Gay, il est habile sur ses patins. Lui, il va être à surveiller cette saison. On en parle moins. Pavel Koltigin qui va être très fort aussi. Oui, à 19 ans maintenant, c'est sa troisième année avec les Voltigeurs, Pavel Koltigin. Attention à Xavier Simoneau. Oh oui, le petit poison des Voltigeurs, ce gars-là, Xavier Simoneau. Ah, ouais. C'est-tu un late, Xavier Simoneau? Je ne sais pas s'il est éligible cette année ou l'an prochain au repêchage, je me rappelle pas. Je me mélange peut-être avec quelqu'un d'autre. Moi, je vais aller voir ça vite fait. Mais ouais, non, ça va être toute qu'une équipe de hockey. Et ça l'est déjà, mais imaginez, comme je me répète, je m'excuse, mais imaginez 2019 NHL Entry Draft. Ça n'a pas de sens. Mais écoute, il y a des joueurs, même encore là, il y a des gars que tu n'as pas mentionnés. On n'a pas parlé de Félix Lauzon, qui est un vétéran. Non, c'est ça, j'allais en parler. On n'a pas parlé de Dawson Mercer. On n'a pas parlé de Xavier Bernard. On n'a pas parlé de Cédric Desruisseaux. Écoute, ça n'a aucun sens. Là. Baudin pourrait connaître une saison de 100 points pour un défenseur. Olivier Rodrigue, on s'entend-tu que c'est le gardien? On s'entend-tu que c'est le gardien le plus talentueux dans la GMQ? Ah ouais, j'aimerais ça en parler. Ah ben vas-y. Son calme devant son filet. On voit qu'il y a peut-être le père qui joue un peu là-dedans, là, Sylvain, qui est entraîneur des gardiens. Le calme devant son filet, sa maturité pour son âge. On le rappelle, là, il a été repêché cette année là, dans la Ligue nationale. Il est encore très jeune comme gardien. Pour son âge, le calme qu'il avait, la prestance devant son filet, il prend de la place, tu arrives devant lui, j'ai envie de dire qu'il est intimidant devant son filet. J'ai pas de misère à croire ça du tout. Écoute, je l'ai pas vu si souvent que ça. Moi, en fait, ça a juste à donner que les fois que je l'ai vu, je l'avais trouvé ordinaire. Mais à chaque fois, je trouvais que je voyais plein de monde qui disait « Mon Dieu, que Rodrigue est donc extraordinaire » pis tout. Fait que je vais essayer de le regarder davantage, mais écoute, je veux dire, sa réputation est certainement pas basée sur rien là non plus. Je l'ai vu parfois être, comme tu dis, des fois il m'a déçu. Mais j'ai regardé d'autres matchs, puis il y a des matchs que tu vois que s'il est capable d'avoir cette constance-là à tous les matchs, là, oh là là. Mais en même temps, je passe des commentaires moyens sur un gardien qui avait 16 et 17 ans. Là. Fait que exact. C'est sous toute réserve. Là. Non, c'est ça. Puis écoute, lui, il va jouer dans la Ligue nationale. Ben oui, j'ai même pas de doute. Il va jouer dans la Ligue nationale. J'ai même pas de doute là-dessus. Écoute, un choix des Oilers d'Edmonton, un choix de deuxième ronde, en fin de deuxième ronde également. Il a gagné la médaille d'or avec le Canada. As-tu gagné la médaille d'or ou Linka Gretzky Cup? Je m'en rappelle pas. Ouais, gold medal. U18, meilleure moyenne de buts alloués, meilleur pourcentage d'arrêt à 949. Top 3 player on team. Écoute, c'est quelque chose, les voltigeurs. Alors, on va passer maintenant avec l'Océanique de Rimouski avant de conclure avec les Mooseheads. Ah non, écoute, c'est pas vrai, j'ai oublié de mentionner quelque chose d'extrêmement important.
Dominique Ducharme, l'architecte et ingénieur en chef et tout ce que tu veux des voltigeurs, qui n'est plus là, qui a été embauché lui aussi comme Joël Bouchard à titre d'entraîneur, lui entraîneur associé avec le Canadien de Montréal. C'est Steve Hartley qui prend sa place derrière le banc. Hartley qui était avec l'équipe auparavant, mais c'est un changement qui n'en sera pas vraiment un. Exact, ça va rester la même mentalité, ça c'est clair. C'est clair que ça va rester exactement, ou sinon à très très peu près, la même mentalité à Drummondville. Moi, écoute, je te l'ai mentionné avant qu'on entre en ondes, mais si jamais les Voltigeurs gagnent la Coupe du Président ou la Coupe Memorial, il devrait avoir un honorable mention Dominique Ducharme dessus, là. Je veux dire, c'est lui qui a développé les joueurs qui sont là, c'est lui qui a repêché les joueurs qui sont là, qui a fait les transactions pour aller chercher les joueurs qui sont là. C'est juste qu'il n'est pas derrière le banc au moment où ils vont gagner, là. Puis je peux parler d'un élément, ça n'a pas rapport à Duchamp, je m'excuse, mais un autre élément de la Drummondville. Bien sûr. Il s'appelle Steve Bégin. Ouais, vas-y, dis-moi en plus. Je sais un peu où tu t'en vas, mais... Lui, il a été derrière le banc des Foreurs en série 2014 lors de la conquête de la Coupe du Président des Foreurs. Et lui, c'est un motivateur. Il va amener quelque chose avec les voltigeurs au niveau de la motivation, et en série, je pense que ça ne sera pas allégé. En 2014, là, honnêtement, je pense aurait gagné la Coupe du Président si ce n'était pas Steve Bégin derrière le banc pour jouer un rôle de motivateur, pour jouer un rôle de leader, même, je dirais. Bon, ben, ça va être à suivre à ce niveau-là. Écoute, les voltigeurs qui auront, par exemple, pas mal toute la pression cette année, alors que plusieurs les voient comme l'équipe numéro 1 au classement cette année. Ouais. Alors, notre avant-dernière équipe, l'Océanique de Rimouski, qui reste une équipe qui est extrêmement jeune, mais qui, malgré tout, démontre assez peu de faiblesse en général. Si je me trompe pas, c'était la meilleure défensive l'an passé, l'équipe qui a accordé le moins de buts. Pourtant, on avait une défensive qui était sur papier très ordinaire. On misait sur un gardien recru de 17 ans, Colton Ellis. Et malgré tout, je pense que Serge Beausoleil a beaucoup à voir là-dedans. Mais écoute, c'est une équipe qui est extrêmement dangereuse. Et du côté de l'attaque, que dire, écoute, je veux pas qu'on s'éternise sur Alexis Lafrenière parce qu'on le fait déjà beaucoup dans la vie en général. Mais écoute, c'est une équipe très dangereuse que l'Océanique. Et le pire, c'est que contrairement aux Mooseheads et aux Voltigeurs, c'est pas une équipe qui est complète encore. On n'est pas allé chercher tous les éléments qui feraient qu'on deviendrait une puissance. Eux, ça va être l'an prochain. L'an prochain, l'Océanique va remporter la coupe. L'Océanique va tout détruire l'an prochain, là. Ben, tu sais, écoute, un gars qui est moins connu un petit peu, un Européen, Dimitri Zavgorini, pardonnez-moi. Lui, il a 5 points en 2 matchs. Même chose pour Lafrenière, même chose pour Olivier Garneau. C'est 3 gars qui ont 5 points en 2 matchs. Et ça pourrait augmenter encore, là. On est en milieu de deuxième à Rimouski et c'est présentement 6-0 pour les Knicks contre les Tigres. Ah, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un match en cours. Écoute, OK, on a parlé de la saison difficile qui s'en venait pour les Tigres. On le voit, 8 minutes à faire en deuxième, c'est 6-0 Océanique. Donc, on voit que... On est-tu en train de réussir notre match? On est-tu en train de réussir notre match d'ouverture à Rimouski, d'après toi? Ouais, c'est vrai. Ouais. Et écoute, vas-y. Extrêmement bien balancé. Parce que t'as des gars comme Mathieu Bizier, qui est un jeune qui est capable d'amener quelque chose dans une attaque. Carson McKinnon, Cédric Paré. Oui, des vétérans. Écoute, attention au danger, j'ai envie de dire. Oui, et on essaie de suivre un peu la recette qu'on avait l'an passé, à mon avis, du côté de Rimouski. C'est une équipe qui a connu énormément de succès et on sent que les joueurs achètent le système de l'entraîneur-chef Serge Beausoleil. Les joueurs sont impliqués, on sait qu'on... Oui, absolument. Et imagine, c'est une équipe qui l'an passé, disons, comptait sur un joueur de centre de 20 ans qui était Samuel Dove McFalls, qu'on était allé chercher des Sea Dogs après leur conquête de la Coupe Memorial, un élément qui était extrêmement important de l'équipe. On le faisait jouer avec Alexis Lafrenière, en tout cas en début de saison, je me rappelle plus en fin d'année si c'était comme ça. Et donc, on veut aller chercher comme ça des vétérans qui sont capables de soutenir ces gars-là, qui sont pas nécessairement les gars qui vont aller te chercher le plus
plus de points, mais tu sais, des gars comme Garneau, j'aime cette acquisition-là. On est allé chercher Jimmy Huntington à Victoriaville. C'est des acquisitions le fun pour venir épauler les jeunes leaders de cette équipe-là que tu as mentionné. Avec ça va être une équipe à surveiller, puis ça va être pas seulement à surveiller, ça va être une équipe à regarder, ça va être une équipe extrêmement intéressante à voir aller. Ça va être excitant de regarder l'Océanique. Ben oui, et moi, pour vrai, là, j'attends en deuxième moitié de saison. J'ai hâte de voir les moves que Serge Beausoleil va faire aux fêtes. Là, ça... Tu sais, on en a parlé tantôt, là. On parlait de David Noël. Exactement, c'est là que je m'en allais. Avec l'Océanique. Ce serait terrible, là, je veux dire. Écoute, ton power play, c'est Lafrenière, Zavgorodny, mettons Charles-Édouard Dastou, David Noël, puis je sais pas, moi, Garneau ou Bizier, là, mettons, ou Carson McKinnon, tu sais, je sais pas, là. Écoute, c'est effrayant en temps, là. Plus on en parle, plus j'ai l'impression que cette équipe-là pourrait gagner cette année et l'an prochain. Ben, écoute, c'est ça. On n'exclut pas du tout qu'ils gagnent cette année. Il faut penser un peu. En fait, non, finalement, mon observation ne fonctionne pas, mais c'est en plein le genre d'équipe que tu dis on pourrait gagner l'année prochaine, on mise sur l'année prochaine, mais on gagne. Puis même l'an passé, ça a été ça. Ouais. L'Océanique était une des meilleures équipes. Finalement, écoute, on s'est incliné en première ronde contre les Wildcats, mais écoute, c'est loin d'être fini. J'irais même jusqu'à dire que l'Océanique a commencé à gagner 2 ans en avance, là. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai ce que tu dis là. On voit pas ça souvent, là. C'est assez incroyable. Et on va conclure avec les hôtes de la Coupe Memorial. La Coupe Memorial qui revient en sol de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Mooseheads d'Halifax et qui, eux... Vas-y, oui, excuse-moi. Est-ce qu'on parle tout de suite d'un certain Monsieur Safin? J'y venais, en fait, je vais introduire un peu tout ça en disant que Halifax, eux, ont vraiment joué leur carte et je dirais même encore plus que les voltigeurs. On est all-in, c'est clair. On a fait des acquisitions assez importantes. On est allé chercher... En fait, on a dépouillé le Titan de Batters carrément. On est allé chercher Antoine Morin. On est allé chercher Jordan Maher. On est allé chercher Samuel Asselin. Et là, tu viens de le mentionner, ça aurait de l'air que les Mooseheads sont allés chercher Astap Safin. Selon Michael Lalancette de TVA Sport, on serait allé chercher Astap Safin à Saint-John. Écoute, ça n'a pas de sens. Les Mooseheads, là, vraiment, jouent leur carte. C'est cette année, absolument. Là. Ouais, ils ont une attaque incroyable. J'aimerais parler de Raphaël Lavoie. Oui, meilleur espoir québécois au prochain repêchage. Il va sortir top 10. Assurément. À moins d'une catastrophe. Là. On a déjà vu des gars classés top 10 descendre pas mal loin, mais écoute, moi non plus, je le vois pas descendre. Là. Non, c'est ça. Mettons Velino, on le voyait peut-être venir qu'il allait descendre, tu comprends? Ouais. Là, Lavoie, on dirait que la confiance est là, puis ils vont être placés dans une situation. Velino a connu beaucoup de succès là, avec les voltigeurs. Mais la différence, en fait, c'est que Lavoie a explosé l'an passé. Disons, on n'avait pas d'attente, puis il a monté. Ça a été un peu ça, là. Exact. Lui, il a un choix de le 29e choix là, au repêchage de 2016. Là. C'est la première saison, 9 points en 32 matchs. Puis c'est un late, Raphaël Lavoie, si je ne me trompe pas. Lui, il est né en 2000, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est ça, lui, il est âgé de 18 ans cette année, exactement, le 25 septembre 2000. Troisième saison à la LHMQ. Première, 9 points en 32 matchs. Deuxième, 63 en 68, 30 buts. Oui, et il avait connu tout un tournoi là, cet été également. On en a parlé qu'Olivier Rodrigue là, faisait partie de l'équipe également. Et si ma mémoire est bonne, il avait connu un tournoi assez intéressant au tournoi Evan Linka. Ouais, puis un gros bonhomme, 6 pieds 4, selon le site de la LHJMQ, là. C'est 6 pieds 4, 198 livres. Pour une équipe, c'est extrêmement intéressant. Oui, exactement. Là. Mais j'aimerais parler maintenant, on a parlé de l'attaque, je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter, je pense que les gens qui nous écoutent le savent. Ouais, non, c'est ça, tu sais, on n'a même pas, écoute, j'ai parlé de Morin, j'ai parlé d'Asselin, il y a Benoît-Olivier Groux, écoute, puis c'est ça, tous ces gars-là sont au camp, ils sont même pas arrivés encore. Non, c'est ça, puis en défense, son nom m'échappe, c'est bien, mais McIsaac. Ouais, Jerry McIsaac, ouais.
Qui est en camp aussi. T'as Xavier Parent, on n'a même pas parlé de Xavier Parent. Ouais, joueur de deuxième année, Xavier Parent. Écoute, un joueur que j'ai appris à détester au cours des séries éliminatoires l'an dernier. Mais c'est un petit tannant, là, Xavier Parent. Ah ouais. À 5 pieds 7, 165 livres. Ouais, exactement. C'est un petit poison. On n'a pas connu nécessairement une grosse première saison. 29 points en 63 matchs l'an passé, moins 4. Mais, tu sais, je veux dire, les Moussets avaient déjà une grosse équipe l'an passé. Donc, on est en mesure de peut-être un peu développer ces gars-là tranquillement. Pas tout de suite les garrocher parmi les joueurs importants, lui donner des grosses responsabilités, tout ça. Tu sais, on fait un job de développement, carrément. Mais veux-tu que je te dise, selon moi, ça va être quoi le game changer? Vas-y. À Halifax. Il s'appelle Alexis Gravel. Je suis curieux d'entendre ce que tu as à dire. Alexis Gravel, pas step up. Il y a un beau potentiel, mais l'année passée, en saison, là, en 39 matchs, là, moyenne de buts alloués de 3,38, taux d'efficacité de 890. Tu sais, si ils vont aller à la Coupe Memorial, mais s'ils veulent gagner la Coupe du Président, il va falloir qu'en série, ça monte d'un cran, là, le jeu d'Alexis Gravel. En série, l'année passée, il avait quand même bien fait 8 matchs, 2,70, 917. V'là 2 ans, il avait presque éliminé les Huskies à lui seul. Là. Ouais. Mais en série, il y a toujours step up sa game en série. Ouais, en série, mais la saison va être extrêmement importante pour ce qui est aussi de l'avantage de la glace en série. Lorsqu'on va se rendre dans les matchs, dans les séries demi-finales, finales, l'avantage de la glace, je pense que ça va être très important. Puis, va falloir qu'il augmente son jeu d'un camp. Il a bien commencé jusqu'à maintenant. 914 en 2 parties. Là. Mais va falloir que ça continue tout au long de la saison parce que sinon, je ne serais pas inquiet que les Moussets ne vont pas avoir peur de faire l'acquisition d'un autre gardien pour le challenger. Ouais, possiblement. Écoute, les Moussets là, sont bien outillés et on parlait aussi de joueurs qu'on est allé chercher. Un élément très, très important. On est allé chercher Éric Veilleux comme entraîneur-chef, c'est-à-dire un gars qui a gagné la Coupe Memorial avec les Cataractes en 2012, qui a participé ensuite de ça à 2 finales consécutives de la Coupe du Président avec le Drakkar de Bécomo, a évolué dans les rangs professionnels, a été entraîneur-chef dans la Ligue américaine au cours des dernières années. C'est une méchante grosse pièce qu'on vient d'aller chercher. Moi, personnellement, je le voyais comme successeur à Dominique Ducharme à Drummondville, mais finalement, c'est les Moussets qui sont allés le chercher. Et je comprends un peu le move, là. Je veux dire, l'équipe est à maturité. On a des jeunes talents, on a des vétérans, des joueurs repêchés de haut niveau. Et on voulait aller chercher un entraîneur qui avait déjà gagné. C'est une pièce quand même qui est très importante. Là. Ouais, tu l'as dit. Alors, écoute Max, je pense que ça fait le tour de ce survol et j'aimerais qu'on y aille un peu peut-être de questions en rafale ou de petites prédictions qu'on peut voir. Si je te dis les 2 équipes qui ne feront pas les séries cette année? Ah, là, tu me fais mal. Là. Tu me fais très mal parce que j'ai peur que ce soit les Foreurs. Les Foreurs sont également l'un de mes choix pour ne pas participer aux séries cette année. Mais en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont tellement... À certains moments, ils dominaient les voltigeurs, puis il y avait des beaux jeux, puis en avantage numérique, la rondelle se passait. Puis... Je pense qu'ils pourraient faire les séries, parce que Batters, ça va être difficile. Ouais, ben moi mes deux choix c'est Batters et Val d'Or. Ce sont mes deux. Moi c'est Batters. Je suis pas mal sûr de Batters parce qu'on sait que Dobson ne restera pas là. Oui, en effet. Mais ben c'est ça la différence, c'est que Noël restera peut-être pas à Val d'Or, mais Val d'Or a quand même plus de talent présentement sur la glace que Batters là. Non, c'est ça. Offensivement, Val d'Or, le seul gars que tu peux possiblement vendre, c'est Noël ou peut-être Tessier, peut-être Classico. Tu n'as pas de Dobson, justement. Ouais, non, c'est ça. À Val d'Or, tout est présentement réparti, puis ça risque. C'est pas comme l'an dernier qu'après Noël, ça l'a droppé. L'équipe, même si on vend à Noël, l'équipe va quand même rester à un niveau semblable. Noël va nous manquer sur l'avantage numérique, ça c'est certain, s'il part, bien entendu. Parce que moi, je serais vraiment pas surpris qu'il reste. Vient d'être nommé capitaine, j'en ai parlé tout à l'heure, pourrait revenir à 20 ans. Donc, je serais vraiment pas surpris qu'il reste.
Mais même si les foreurs décident de vendre, t'as pas tant de gars qui vont faire changer, tu sais. Hey Max, sais-tu quoi? On a oublié de parler d'une équipe dans notre survol. Ah ouais? Ouais, on a oublié de parler des Saguenay-Chicoutimi. Ah, c'est vrai ce que tu dis là? Ouais, ben écoute, je m'excuse auprès des partisans des Sags, on les a oubliés. En plus, c'est l'équipe de mon nouveau coin, ça. Ben oui, exactement. En plus, puis j'en ai parlé tantôt, le record a joué 2 fois en fin de semaine contre eux autres. Fait que, écoute, on reviendra à nos questions plus tard. On va parler des Sags. Écoute, c'est l'équipe qui a gagné la loterie au premier choix au total. On a repêché Hendrix Lapierre. Avec le 7e choix au total, on a fait un vol solide. On est allé chercher Théo Rochette, l'attaquant suisse, qui était éligible au repêchage de la LHJMQ. On a fait sa sélection. Moi, personnellement, j'ai vu les deux et j'ai peut-être vu plus de belles choses de Rochette par rapport à Lapierre. C'est sûr que c'est juste 2 matchs aussi. Mais ça reste une équipe un peu qui, à mon avis, il y en a plusieurs qui voient les Saguenayens relativement haut, ce que je ne pense pas qu'il va arriver. Je pense pas que les Sags, c'est peut-être plus vers le milieu de classement, mais je pense pas que ce soit une équipe qui va jouer. 10, 11. Ouais, peut-être, moi je suis peut-être plus dans le 7-8, là, disons, mais je pense pas que ça va être une équipe qui va être, mettons, 5e, 6e, mais je pense que ça pourrait être aussi bas que qu'est-ce que tu dis, ce qui est peut-être pas ce que je pense, mais. Mettons, on s'entend sur entre 8, 12. Ouais, disons, là, ça pourrait être là-dedans. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel, là, on va se le dire. Quand même des joueurs importants, des jeunes qui sont là, on a beaucoup de vétérans. Tu sais, des gars comme Jérémy Groslot à la défense qui est en mesure de faire le travail. On a Zachary Boutillier qui est à sa 3e année comme gardien de but, qui a été repêché l'an passé. On est allé chercher Lapierre, on est allé chercher Rochette au repêchage. On a un défenseur de 16 ans du côté 16 ans ou 17 ans, je me souviens plus du côté des Sags, défenseur européen dont malheureusement le nom m'échappe. Je vais aller le chercher immédiatement. Il s'agit de Artemi Kniadzev, qui est une recrue qui jouait, écoute, sur le premier avantage numérique. Là. C'est un joueur 2001, donc 17 ans. Alors, c'est ça, un défenseur gaucher. Le choix numéro 9 au repêchage européen de la Ligue canadienne. Écoute, il jouait sur le premier powerplay des Sags en fin de semaine. Puis, moi, je trouve que tu as bien fait le tour. Mais les Sags, ça va être dans 2-3 ans là, avec le pic de Théo Rochette et de Hendrix Lapierre, que là, ça va devenir une puissance. Pour l'instant, ça va donner un bon spectacle. Des gars intéressants à voir jouer, Lapierre et Rochette. Quelques bons vétérans pour en trouver ça, notamment Samuel Wood. Oui, c'est vrai. Sutton, devant le filet, Boutillier, t'en as parlé. Justin Ducharme aussi, que j'aime bien. Mais tu sais, ça, dans 2-3 ans, ça va être une très belle équipe à avoir joué. Pour l'instant, ça devient intéressant pour les partisans de pouvoir suivre la progression de Hendrix Lapierre et Rochette. Je pense qu'on a fait le tour rapidement. Ouais, ben c'est ça, c'est une équipe qui est... tu sais, disons, je pense pas qu'il va avoir une éclosion un peu, tu sais, pas comme Rimouski l'an passé, genre, là, tu sais, je pense pas qu'on va avoir ce succès-là du côté des Sags, disons. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y en avait qui faisaient peut-être un peu un parallèle dans ce genre de situation-là. Tu sais, on voyait pas Rimouski aussi haut l'an passé, mais je pense pas que ça va arriver avec Chicoutimi. C'est une équipe qui est bien coachée, qui est bien dirigée par Yannick Jean, qui fait des bonnes transactions également. On se rappelle, écoute, quand on a échangé German Rupsov au Titan Batters, on a eu le gros lot, là. On s'est vraiment regarni la banque d'espoir et tout ça. Ça reste une équipe qui est bien bâtie pour le futur, mais je pense pas qu'on va être clair cette année, là. Non, ils ne seront pas déclassés cette année, mais ils vont pas nécessairement être solides non plus. C'est ça. Va être milieu de peloton. On est capable d'avoir une équipe compétitive, ça j'en suis certain par exemple. T'sais, on l'a vu en fin de semaine. Oui, ils ont perdu leurs 2 matchs, mais ils n'ont pas immensément bien joué, mais c'est des matchs qu'on s'est pas fait déclasser, là. Non, exact. Ça va être ça toute la saison, j'ai bien l'impression. Oui. Alors, on va retourner à nos questions. Je m'excuse encore aux Sags qu'on a oublié dans nos prédictions. On parlait donc les équipes qu'on voyait pas faire les séries. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va ressembler peut-être un peu au classement de l'an passé. Par contre, là, je viens de voir les Sea Dogs, que là, bon, peut-être qu'ils vont être un peu meilleurs que ce que je pensais, mais bon, écoute, c'est juste 2 matchs, là, en même temps. Je veux dire, les Wildcats avaient commencé en fou l'an passé, puis ont fini au milieu, mais
On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Par contre, j'ai l'impression que c'est ça. Val-d'Or, ça va être difficile. Shawinigan, ça va être difficile. Chicoutimi, ça va être mieux. Mais tu sais, c'est Saint-Jean peut-être qui vont être encore vers le bas. Là, tu sais, entre 13e, 12, 13e, peut-être un peu plus bas. Hey, sais-tu, il y a encore une autre équipe qu'on a oubliée, sacrifice, on n'est pas bien. C'est les Olympiques de Gatineau. Ah ben oui, justement, j'ai vu. On en avait parlé avant d'entrer en onde. On avait oublié 2 équipes. Colin, la logistique n'est pas solide aujourd'hui. Les Olympiques de Gatineau que toi tu as vu jouer en fin de semaine, que je m'attendais pas à grand-chose, mais qui ont eu un solide début. Ah ouais, puis il y a des joueurs qui, t'as parlé de solide début, il y a des joueurs qui l'ont traîné sur leurs épaules, ce solide début-là. Je pense notamment à Maxime Trepani et Yaroslav Likachev, qui ont vraiment... contre Val-d'Or, là, ça a été très solide. Même Sean Boudria, j'avais l'impression qu'il était tout le temps sur la glace. T'as des gars qui traînent cette équipe-là sur les épaules, un vétéran comme Gabriel Bilodeau, qui a été repêché à la base par les Foreurs, et puis qui est une pièce importante du rouage des Olympiques de Gatineau cette année. Pierre-Olivier Lacombe, un défenseur qui a déjà un petit peu d'expérience dans la Ligue. Qui a joué la saison complète. En fait, l'année passée, 34 points en 65 matchs, c'est très solide. Cette année, 1999, donc un 19 ans, devrait connaître une grosse saison. Tu sais, tu as plusieurs gars qui peuvent amener quelque chose, c'est ça qui est intéressant. Puis je pense que je vois ça comme une équipe de milieu de peloton aussi. Ouais, c'est ça. Des gars comme Maxime Trepanier, Chandria puis Likachev, là, ça va être une grosse saison. Puis même Métis Rollins, que j'ai pas nommé, qui va être très, très fort. Donc, plusieurs bons gars. Ça va être intéressant de suivre les statistiques des joueurs des Olympiques, parce qu'il y en a là-dedans, je pense, qui pourraient surprendre, qui pourraient connaître des saisons d'1 point par match ou même plus. Ouais, possiblement. Moi, c'est une équipe que je m'attends pas à grand-chose, qui pourrait peut-être surprendre, mais je pense pas que ça va être cette année. Ils sont inférieurs à beaucoup d'autres clubs, malheureusement. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est ça que dans les prédictions, des fois, c'est ça, c'est une grosse année. Là, je veux dire, moi, je vois les Olympiques en bas de d'autres clubs, mais tu sais, il y a les impondérables pourraient peut-être jouer en leur faveur. Non, c'est ça. Alors là, écoute, là, je regarde pour vrai, là, je pense qu'on a vraiment fait le tour là, de toutes les équipes. Colin, je pensais qu'on en avait oublié une, finalement on en avait oublié 2, ça va pas bien. Ben oui, là, on a fait le tour, fait qu'on peut revenir à nos questions. Là, on n'a pas trop parlé d'Alexis Lafrenière quand on a parlé de l'Océanique, parce que bon, je veux dire, c'est déjà un sujet dont on parle presque tout le temps au niveau de la LHJMQ, mais moi, j'ai 2 questions par rapport à lui. Je veux absolument qu'on en discute. Est-ce que Alexis Lafrenière va jouer pour l'équipe Canada Junior cette année? Oh là là! Ben, s'il le fait pas, je pense qu'on va vraiment pouvoir crier au scandale. Oui, ben écoute, moi j'avais vu déjà des gens l'an passé qui se demandaient pourquoi Lafrenière n'avait pas été invité. Ouais, j'ai une théorie là-dessus. C'est que Lafrenière, un peu comme John Tavares, c'est un late. Alors, on sait du côté de Hockey Canada que Lafrenière va jouer junior à 18 ans. Donc, on sait qu'on a au moins 2 ans pour l'avoir avec l'équipe. On peut l'avoir cette année encore, puis l'an prochain. Fait que j'ai l'impression que ça a joué un peu là-dedans, de se dire, on a-tu vraiment besoin de Lafrenière là? Tasser un 18 ou un 19 ans pour amener Lafrenière, parce que si je ne me trompe pas, il n'y avait pas de joueur de 17 ans avec Équipe Canada Junior l'an passé. S'il y a eu 3 ou 4 18 ans, le reste c'est tous des 19, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui vont être de retour. Moi, j'espère au moins que Lafrenière va être invité. Je peux pas croire que Lafrenière sera... Là, par exemple, là, ça va être complètement ridicule. Je peux pas croire qu'il sera pas invité. S'il n'est pas invité, non. Ah, écoute, là, je veux dire, tu sais, des 17 ans qui font équipe Canada Junior, je veux dire, c'est pas si rare que ça. Il y en a, mais c'est pas si rare que ça. Je veux dire, Jonathan Drouin avait fait équipe Canada à 17 ans. Non, mais la première, c'est juste que c'est dans une classe complètement à part. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est ça, je me dis, si un gars comme Drouin, mettons, a fait équipe Canada Junior à 17, jamais je croirais que Lafrenière le fera pas. Le gars, il a fait 42 buts en 60 matchs. Ouais. À 16 ans. À 16 ans. Écoute, c'est... 42 buts, il va avoir ça en première moitié de saison. Écoute, ça n'a pas de sens.
il va peut-être avoir 60 points à la première moitié de saison. Moi, écoute, je te pose la question, c'est ma deuxième. Est-ce que Lafrenière fait 100 points cette année? Ben, tu pourrais me demander s'il va faire 120. Ah ouais? OK, fait que ça répond carrément à la question, ça. Ben oui, hey, dans ma tête, hey, il a fait 80 à 16 ans. Là. Ouais. Écoute, je veux dire, c'est qui? Je vois pas comment. Le dernier gars qui a fait 100 points à 17, je pense que c'est Sidney Crosby. Ben, ça se peut. Je pense que c'est Crosby. Bon, il y a 17. Ou peut-être Drouin. Peut-être Drouin. Attends un peu. Oui, Drouin a fait 108 points à 17 ans. C'est lui le dernier qui l'a fait. Fait que, écoute, je veux dire, puis sinon 50 buts à 17 ans, ça je sais que c'est Sidney Crosby, le dernier à l'avoir fait. Ok, ben 50 buts, tu sais, il en a fait 42 l'année passée. C'est ça. 50 buts, un upgrade de 8 buts, c'est quand même pas. Ouais. Là, on part de la théorie qu'il joue 60 matchs. Maintenant. Ouais, c'est ça. 60 matchs, je pense que une petite blessure ici et là. On a parlé d'équipe Canada, s'il fait l'équipe, s'il manque quelques matchs à cause de ça. Donc, mettons, disons, s'il joue 60 matchs, il va faire 120 points. Bon, ça c'est, on parle de 2 points par partie. Là. Ouais, puis 120 même, je ne serais pas surpris que ça aille au-dessus. Il joue avec Zagorini, là, c'est un gars qui ne va pas jamais la Ligue nationale à cause de plusieurs choses, mais offensivement, son sens, là, c'est un sens offensif inné. Eux autres vont jouer ensemble, là, ça va rentrer au poste. Ouais, oui. Fait que, écoute, on va rester dans les stats. Est-ce qu'à ton avis, il y a des gars, ça va être qui les 50 buts puis les 100 points cette année, s'il y en a, bien sûr, parce qu'on sait que c'est de plus en plus rare de réaliser ces deux exploits-là? 50 buts, 100 points. Ben, sans nécessairement les deux, là, tu sais, un ou l'autre. Le faire les deux, c'est quand même assez rare, là, mais écoute, parce que 50 buts, 100 points, je pense qu'il y a juste Alex Barré-Boulet qui l'a fait l'an passé, mais... Max Comtois? Ben, lui, j'y pense, mais il va manquer beaucoup de matchs, exactement. Tu sais, parce que là, premièrement, il joue pas parce qu'il est au camp des Ducks. Ouais. Il va faire Team Canada, il l'a fait l'an passé à 18, je vois pas pourquoi il le ferait pas à 19. Fait que, tu sais, je veux dire, ça t'enlève des games, là. Je veux dire, c'est ça qui est difficile, c'est le nombre de matchs que tu joues, en fait. Parce que si tu regardes l'an passé, contre toi, on parle de gars qui avait fait 44 buts en 54 parties. Fait que je pense qu'au niveau des points ou des buts par match, la statistique était là. Écoute, je fais une petite règle de 3 rapide, là. Il aurait compté 55 buts, si mon calcul est bon. S'il avait joué une saison complète, mais il n'a pas joué une saison complète. Non, c'est ça. Baudin, 100 points, je sais pas. Défenseur 100 points? Mais, tu sais, en avantage numérique, là, ça va être... Écoute, le dernier def qui a fait 100 points, c'est qui? C'est bon. Je pense que c'est Marc-André. Je pense que c'est Marc-André Bergeron, le dernier gars qui a fait 100 points à la défense. Tu mets le powerplay, là, ça va être solide, là, du côté de Drummondville. Ouais, ben écoute, je comprends, mais moi je me disais, écoute, j'ai pensé qu'un jour que Samuel Girard ferait 100 points à la défense. Mais, puis j'ai l'impression que Girard est plus offensif que ce que Jérémy Baudin est. Là. Écoute, peut-être Jérémy McKenna en même temps. Je sais bien pas. Écoute, c'est pas facile, là, je te dis. Il est bien parti, 4 points en 2 matchs. Ouais. Écoute, Zadina ne reviendra pas. Non, je serais vraiment, vraiment surpris. Là. Velino, mais encore là, c'est que tous les joueurs qui ont les seuls joueurs qui ont vraiment une possibilité de faire 100 points, en fait, c'est les joueurs de 20 ans. Ben, justement, c'est ça. Puis les gars de 50 buts, écoute, c'est qui les derniers gars qui ont fait 50 buts dans la LHJMQ? Alex Barré-Boulet, l'année passée, il avait 20 ans. Avant ça, tu as eu Giovanni Fiore, il avait 20 ans. L'année d'avant, il n'y en a pas eu. Ensuite, on se transporte en 2014-2015. Maxime Saint-Cyr, il avait 20 ans. Écoute, la dernière année qu'il y a eu un gars de pas 20 ans qui a scoré 50 buts, exactement, c'est en 2013-2014, t'en as eu 2. Anthony Manta et Anthony Duclair, qui les deux avaient 19 ou 18 à ce moment-là. Ben, Manta a fait 50 à 18 ans, puis il l'a refait l'année d'après, qui était en 13-14. Fait que c'est ça, ça commence à faire longtemps là, que des gars n'ont pas fait 50 buts en ayant moins que 20 ans. Là. Alors, écoute, mais est-ce que Comtois a le talent pour le faire? Moi, je pense que oui. Mais... Ouais, 57 en 57, Anthony Manta. Ça, c'est...
Wow, des beaux souvenirs. Ouais, puis moi, je pense que personnellement, Comtois peut, mais c'est le nombre de matchs qu'il va jouer. Ça va être ça l'affaire. On parlait des défenseurs qui ont fait 100 points. Là, ben, en 2013-14, Guillaume Gélina, 67 matchs, 92 points. Ah ouais, quand même. Ça a quand même passé proche. Si je check, défenseur. Ça a été une petite année en 2014-2015. Le meilleur, c'est 57 points. Mais c'est ça, tu sais, je sais qu'il y a pas une statistique, mais en tout cas, je sais que quand on dit les 70 points, c'est la marque des défenseurs. Disons, lui, c'était le premier défenseur à faire 70 points depuis telle personne. Tu sais, c'est beaucoup, là, 70 pour un... Non, c'est ça tourne autour de 70, 75. Les meneurs, là, oui, tu sais, c'est ça. Les gars comme Girard, les gars comme Brouillard, il y a quelques années, il l'avait fait. Tu sais, c'est ça, c'était... Gélina était dans une classe à part. Ouais, mais c'est ça. Je pense que le dernier def qui a fait 100 points, c'est Marc-André Bergeron, puis ça fait 18 ans, là. C'est en 2000-2001, là. 90 serait possible, 100 ça commence à être énorme. Ah oui, ça commence. Écoute, des 100 points dans la ligue, c'est rendu rare juste avec les attaquants. Là. Fait que j'ose même pas imaginer un défenseur. Tu sais, Dobson, s'il avait commencé la saison dans une grosse équipe, mais en même temps, lui, il va faire. C'est vraiment Team Canada. En même temps, il va jouer 35 minutes par game à batteur. Ouais, non, c'est vrai. C'est ça, là. Mais, ouais. En tout cas, écoute. Sinon, ton favori, toi? Pour gagner la coupe? Écoute, on est vraiment... on est loin, là. Il y a 2 matchs de jouer. Au moment où on se parle. Je pense, pour vrai, que... Je pense que les Voltigeurs vont aller chercher ça. Ils ont juste... On a parlé des gardiens, là. Je pense que ça va faire une différence, puis que les Voltigeurs vont gagner la coupe. J'hésite beaucoup aussi. J'aimerais dire Drummondville. Puis j'ai parlé de l'effet Bégin, l'effet du nouveau coach, mais qui reste dans une nouvelle mentalité, dans une même mentalité. L'acquisition de Maxime Comtois qui a de l'expérience, Velino qui est très fort. Tu sais, ça. Ouais, il faut aller avec les Voltigeurs. D'accord. Ben, je pense que, juste pour dire le contraire, là, je vais dire Halifax. Bon. C'est ça. Ce qui est pas un mauvais choix non plus. Ouais, c'est ça. On met un petit 2 sur la coupe après 2 games dans la saison. Et écoute, moi, je vais t'en poser un autre. Une déception. On a parlé de plein d'équipes où ce qu'on pense les voir, mais une déception. Une déception. Moi, tu me prends de court, là. Une déception. Moi, si au moment où on se parle, j'aurais à choisir une équipe qui pourrait être une déception, je pense que j'irais avec les Huskies. OK. J'en ai pas trop parlé tantôt, mais j'ai l'impression que peut-être le changement d'entraîneur va être plus difficile que ça pourrait avoir l'air. Est-ce que le changement serait trop grand, comme? C'est ça que tu veux dire? Ben, j'ai l'impression que c'est pas la même philosophie. Ah, peut-être bien. Tu sais, je lance ça comme ça, parce que vite comme ça, en regardant les équipes qui pourraient te recevoir, puis les Huskies, tu sais, ils ont dominé le match au niveau des tirs face aux Olympiques, là, ils ont perdu 3-1, mais les tirs, c'était quoi, 49-20, là? Ben, écoute, j'écoutais une partie du match, et quand les Olympiques ont fait 2-0, c'était leur 5e tir au but. Non, c'est ça. Puis on était loin, là, dans le match, là, à ce moment-là. Non, c'est ça. Hey, t'as des gars, Harvey Pinard qui a 9 lancés. Ben oui, c'est ça. Et sinon, moi, je vais mettre équipe déception. Je vais mettre les Remparts. J'ai l'impression que les Remparts pourraient être plus bas que ce qu'on pense. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'on sait pas trop quoi en penser. C'est pour ça que je les ai pas trop mis dans la déception. C'est qu'on sait qu'ils tu sais. C'est ça que je me dis. Déception dans ma tête, c'est une équipe qu'on pense qu'ils vont finir top 8, mais qui vont finir plus bas. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est parce que j'ai de la misère à dire aussi, mais écoute, déception, je peux pas dire Bécamo, là, Colin. Je veux dire, ils ont été déjà la grosse déception de la Ligue l'an passé. Je peux pas croire qu'ils vont être encore cette année. Là. Mais c'est ça l'affaire. Là. Je veux dire, ça serait une équipe qui pourrait possiblement être une déception si la défense est pas meilleure et si les gardiens sont pourris, mais deux années de suite, jamais je croirais, Seigneur. Ça serait... je serais bien déçu.
Mais bref, écoute, on a parlé, je viens de mentionner les remparts. Je suis tombé sur une statistique que je vais mettre fin à l'émission après ça. Ça fait déjà quand même plus d'une heure et demie qu'on est là. J'ai regardé ça récemment et quand je parlais que Patrick Roy avait une force d'attraction autour de lui auprès de la vente de billets, j'ai regardé les moyennes d'assistance par année des Remparts de Québec au fil des années. Les Remparts qui sont revenus à Québec depuis une vingtaine d'années. Je pense que c'est la 23e ou la 22e édition des Remparts en 2018-2019. Et on a la liste des moyennes d'assistance par année avec le nom de l'entraîneur qui est juste à côté. Si vous allez sur la page de l'équipe sur le hockeydb.com, et là on regarde, je ne vais pas faire pas trop nommer de statistiques, mais avant les premières années des Remparts, avant l'arrivée de Patrick Roy est arrivé en 2005-2006, on parle de des moyennes d'assistance de 2000, 4000, 3000, 5000, 6000 la meilleure année. Et je vais exclure 2005-2006 parce que l'année que les Remparts ont gagné la Coupe Memorial, parce que Patrick Roy est arrivé en cours de saison. Je vais juste prendre les années que Patrick est là. Alors, Patrick Roy a été entraîneur des Remparts de Québec au cours de 7 saisons. Et les moyennes d'assistance sont les suivantes. Et là, j'arrondis au millier. Là. 10 000, 11 000, 11 000, 12 000, 11 000, 11 000, 11 000. Okay. Ça, c'est les moyennes d'assistance sous Patrick. On a, la plus haute avant ça, c'était 6 009. Là. Et suite au départ de Patrick Roy, les 4 années de Philippe Boucher, on parle de 9 974, fait qu'on va dire 10 000, 9 600, 13 835, ça c'est l'année du centre Vidéotron, c'est une année aberrante, les gens sont allés juste pour ça, et 9 400. Ça reste des grosses assistances, mais pas des années aussi bonnes que quand Patrick était là. Non, c'est clair que ça attire du monde. Juste à Québec, là, c'est juste à Québec, les chiffres parlent de eux-mêmes. Ça n'a aucun sens. Alors, je voulais parler de cette statistique-là quand on a parlé des Remparts, puis finalement, j'ai pas repensé. Fait que je voulais vraiment la plugger avant la fin de l'émission. Alors, c'est ça, comme ça fait déjà 1 heure et plus de 35 minutes qu'on est là, je pense qu'on peut mettre fin à l'émission là-dessus. On a fait le tour des 18 équipes. On est allé de quelques petites prédictions à certains niveaux. Alors, Max, je te remercie beaucoup d'avoir été là, comme à l'habitude. Merci à toi, très plaisant comme discussion. Écoute, on va se reparler d'ici quelques semaines, d'ici peut-être 2 semaines, si jamais le cœur t'en dit. Écoute, on va avoir peut-être plus de matchs, là, il va y avoir plus de matchs de jouer dans la Ligue, évidemment. Présentement, c'est dur de faire un survol du classement parce que on a joué 2 matchs, un match pour certains, et les joueurs ne sont pas tous revenus des camps d'entraînement, tout ça. Alors, peut-être que dans 2 semaines, là, vers la mi-octobre, là, on devrait avoir... mi-octobre, début octobre, on devrait avoir peut-être une meilleure observation, ou en tout cas un meilleur échantillon, c'est-à-dire de ce qu'on devrait voir cette saison. Oui, effectivement, j'ai bien hâte de voir si nos prédictions de maintenant jusqu'à ce moment-là vont avoir du bon sens. Alors, très bien, je remercie tous ceux qui ont été là de nous avoir écoutés. On vous revient dans quelques semaines pour un 2e épisode. Alors, merci d'avoir été là encore une fois et à la prochaine.